Salut! Coucou Céline! Alors, attends. Salut. J'ai toujours mon problème quand je me connecte, je ne sais pas pourquoi il n'y a ni le caméra, ni le truc, ni le machin. Donc ça va pas du tout. Je vais aussi mettre mon fond d'écran. Je sais plus comment on fait. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est dingue, toi ça marche, moi ça marche jamais quand je le fais. Pourtant, Je vais mettre sur Enoch pour faire le bidule chouette, l'émargement. Célie en bombe. En bombe. Attends, je suis allée chez le coiffeur et tout. Ouais, je vois ça. De mes journées. Bon, ben ça me fait chier. Pour résumer ce truc-là. Vas-y, mets-le pour voir. Non, mais c'était pas chaud, ça allait bien. Mais non, mais si je me mets là, attends, on ne voit plus, je suis devant. Mais je sais pas. Mais si, décale-le plus vers la clim. Mais non, mais le problème, c'est que j'ai la fenêtre. Ah, bah là, nickel, là. Voilà. Parfait. C'est nickel. Vous le voyez dans le bon sens, on est d'accord, parce que moi, c'est à l'envers. Mais... oui. Bon, du coup, Célie, j'ai mis nos noms à côté des questions parce que je me rends compte qu'on les avait pas mis. On n'a pas mis nos noms à côté des questions. Ouais. Sur le. Alors, attends, parce que moi, j'ai imprimé la feuille. Vas-y, dis-moi. Alors, attends, je te renvoie le lien parce que moi, je suis directement. Non, mais n'envoie pas le lien, donne-moi juste, dis-moi comment entreprendre dans le culturel et pourquoi. Ça c'est toi qui la poses, celle-ci. Alors, attends. Bah, je crois que vous n'avez pas marqué qui pose Ouais, quoi comme question. on n'a pas dit. Donc, oui, c'est bien moi. Comment entreprendre, voilà. La deuxième question, c'est toi. Et la troisième, c'est moi. Et après, La on a deuxième, c'est comment détermine-t-on la structure juridique, c'est ça, hein, c'est celle-là. structure juridique et économique d'un projet culturel. Ouais, je l'ai reformulé aussi. C'est moi qui l'ai reformulé en. Parce que structure économique, c'est pas vraiment de structure, c'est modèle économique. Ouais, mais ouais. Plus ça, ouais. Et après, moi, quels sont vos projets à venir voilà, dans le domaine de la culture. Et je crois qu'après, on va rebondir. Donc, moi, je demande les conseils pour les futurs entrepreneurs dans le culturel, là. Ouais. Et après, on laisse la place aux questions, s'il y en a. En tout cas, la danseuse, là, Anne Lopez, apparemment, elle est super contente de participer. Elle m'a dit vraiment, je suis trop contente et tout et tout. Il y a une copine qui m'en a parlé. Et Benjamin Dimanche aussi, il l'a relayé 1000 fois. Ah. Ils ont relayé l'info sur les réseaux sociaux, j'ai vu les commentaires, ouais. Mais ouais, Mathieu, je crois pas. Mathieu, non, il n'a pas relayé, mais. Et du coup, ok. Et après, les questions, parce que là, tu leur demandes comment entreprendre dans le culturel et pourquoi, et toutes les questions qu'on a mis un peu autour, c'est quoi tout ça? Alors, c'est du frigo ou c'est. Ouais, c'est du frigo, ouais. C'est marqué, en fait. Mais c'est pour après ou c'est pendant qu'ils parlent, on fait des relances? Ah non, s'il y a marqué. Alors attends, hop, De quoi relance, c'est pendant. Oui. Une relance, toujours pendant. Non, mais parce que Célie, la première partie où ils parlent d'eux-mêmes, c'est avant. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, ça, ils se présentent une minute, mais après, elle leur demande comment entreprendre dans le culturel et pourquoi. Et derrière, il y a plein de questions de relance qu'on a mis. Ouais. Oui. Bah, tu sais, parce qu'on s'est dit, si c'est le calme plat et que personne ne parle, on peut dire Anne Lopez, alors vous, la compagnie, voilà. avec votre compagnie, tu vois, c'est pour un peu, voilà. Oui, redynamiser, en fait. Leur donner un peu du peps. Ah ben, je crois qu'il y a iPad Lopez. Et du coup, tu le gères toi, ça, Laura, les relances? Ou on alterne? Non, on fait. Après, on fait pas. On Le voit selon le discours. Je pense qu'après, on peut rebondir, tu vois, selon ce qu'ils vont nous dire. Donc, je dis bienvenue à toutes et à tous. Voilà. After work. On va parler de la culture qui est en train de se réouvrir. Voilà. Énorme. Et justement, par contre, j'ai vu Anne Lopez là et je viens de la voir disparaître. Vous l'avez vu, vous?
Mais tout à l'heure, ça m'a merdé, moi. Hein. Non, Ça mais m'a c'est normal, c'est moi qui ai déconnecté pour me Ah. reconnecter. Ouais. Mm. Ça serait bien qu'ils viennent un peu avant. mm, mm. Mm. Non, mais vous en faites pas, no pressure. Mm. La dernière fois, vous avez géré. Ouais. Ah, et attendez, je vais vous partager l'écran. On fait une simulation. Bam, bam. Donc là, c'est bon. Ouais, donc notre... OK. Et après, Regarde, je peux pas faire un next. Qu'est-ce que c'est? Ah si, c'est bon. Brisons la glace. Réchauffons la terre. Est-ce que c'est bien dans cet ordre-là? Parce que... Et après, il y a les règles. Est-ce que les règles, c'est avant le brise la glace? Oui, je crois qu'on avait dit ça, non? Oui. C'est bon? Ça Ouais. vous va? Moi, c'est comme d'hab, c'est juste que... Ouais, c'est bon. Levez la main, posez vos questions. Ouais, c'est juste que j'ai changé les couleurs. Mais je me dis, c'est vraiment... Ouais, j'aime bien les couleurs. Ouais, j'aime bien. Mais d'ailleurs, j'ai trop baissé là. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Vous voulez qu'on accepte... Je pense que ça doit être elle. C'est Ça doit 22 être... Lopez. Ouais. Je pense que c'est Anne Lopez. J'espère Pourquoi qu'on ils va n'écrivent pas leur nom et leur prénom sans déconner? Qu'est-ce qu'ils nous foutent des noms là? J'accepte? si tu veux, de toute façon, l'afterwork il commence à 30, c'est ça? Ouais. Bon, Vas-y. go, j'accepte. Allez. Bonjour. Bonjour. Elle n'est pas connectée encore à l'audio. Non, Elle a ça pas- va être... Hop. Votre micro est fermé, Anne. C'est que c'est Allô, ma Mathieu? faute. Bonjour. Alors, je crois que c'est bon, on vous entend. Ouais. Bienvenue. Merci. Alors, hop. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté. C'est vraiment super. On est super content de vous avoir parmi nous. Bah, c'est un plaisir pour moi. Attends, Laura Falanga. Ah, Oui. J'ai Mathieu qui a un Mac en fait et qui n'arrive pas à se connecter à Zoom. Tu Ah sais bon? qu'il faut télécharger l'application, tu sais comment il Ouais. faut faire ou pas? Oui. Vous avez Non, un pas Mac aussi, forcément. Anne? Tu peux mettre continuer sur le navigateur. Il y a une mention, c'est un peu en bas, Oui, italique. continuer, C'est un peu Alors caché, apparemment, il faut mais- que tu cliques sur continuer sur le navigateur depuis le navigateur. Quand tu cliques sur le lien, après il y a marqué continuer depuis le navigateur, il y a l'option sans télécharger l'application. Rejoignez-nous depuis le navigateur. Tu le vois, essaye voir. Avec le téléphone, ça fonctionne, ouais. Ça marche pas avec l'ordi, là, ça veut pas? C'est bizarre. Ouais. J'essaie de me remettre dessus pour voir ce que ça fait. Ben, sinon, il te reste le téléphone. Si vraiment l'ordi ne veut pas. Essaye avec le téléphone, ouais, pour voir, je te dirais, c'est les filles de Pépite qui acceptent. Ok, très bien, à tout de suite. Oui, c'est notre intervenant qui a du mal Il va avec vous. essayer avec son téléphone, donc... Mais ça marche. c'est parce que la mention, elle est un peu cachée. Mais c'est Mais sûr. non, mais qu'il il faut- a vu la mention, mais je sais pas, il dit que ça fonctionne pas. Après, il est sur quel moteur de recherche? En même temps, il aurait dû s'en soucier un petit peu avant et pas au dernier moment. C'est pas faux. Sinon, je peux l'appeler. Moi, je m'en occupe en bac, si tu veux. Non, mais il m'a dit qu'il me rappelait, il va se connecter avec son téléphone à défaut de l'ordi. Il n'a jamais utilisé Zoom, il m'a dit. Ah, il utilisait plus, comment ça s'appelle l'autre Je sais pas.
Oui, sinon, il y a marqué quoi exactement? Tac. Ah, ou sinon, il y a marqué télécharger maintenant Zoom. Ça se télécharge rapidement. Hein. Ben, je sais, c'est ce que je lui ai dit, de télécharger l'application, mais écoute, Mm. je ne suis pas devant son ordi après, hein, donc, parce que ça fonctionne avec Mac, hein, de toute façon, Zoom. Hein. Oui. Bah, moi, j'ai un Mac. Sur Mac. Ah ben, alors pourquoi il n'y arrive pas? Bon, c'est pas grave. Tant qu'on l'a derrière le support qu'il a envie, c'est pas très grave. En fait, il prend le support qu'il a envie. Après, son domaine, c'est la vidéo, hein, pas Internet. Donc, des fois... En tout cas, Anne, vous avez pu recommencer un petit peu? Enfin, je pense qu'on peut se tutoyer. Ouais, on se tutoie. D'ailleurs. Moi, j'avais pas arrêté en fait. Oui, c'est vrai que c'est ce que m'a dit Nathalie. Ouais, je suis passée entre les gouttes et puis j'avais mis en place un projet de territoire. D'accord. Et de AC d'éducation artistique et culturelle avec le département de l'Ardèche, la communauté de communes de l'Ardèche, qui se fait, qui depuis, bon, juste en avril, on a été obligé de suspendre, mais juste voilà, un mois. Mais sinon, je travaille depuis le mois de mars de l'année dernière. Quoi. Enfin, j'ai pas arrêté. Donc, ouais, c'est super. C'est une chance, ouais, c'est une chance. Mais bon, j'avais j'avais pas anticipé, mais l'organisation de la compagnie, j'avais fait en sorte qu'on soit beaucoup plus indépendant du système institutionnel du spectacle vivant, ce qui fait que là, je m'en sors bien, on s'en sort bien. Alors, je crois que Mathieu a réussi. Ah, merveilleux. Si mon nom, elle doit être un étudiant. Après, mon travail Swell et Benjamin. Peut-être envoyer le lien à Benjamin encore. On ne sait jamais. Tu quoi? Hop. Mathieu, tu nous entends? Ce n'est pas sûr. Non. Pourtant, je vois que son micro n'est pas coupé, mais bon, après, peut-être c'est son son qui est coupé. Ah, attends, je crois qu'il essaie de rentrer par un autre. Ah, peut-être pas. Avec un autre profil? Ah oui. Il va être en doublon. Là. Mathieu? Ah, c'est bon. Ça y est. Ah, t'as ton micro coupé. Il faut l'activer. C'est en bas à gauche. Voilà. Ah, c'est bon. Super. Du coup, tu t'es connecté avec 2 comptes? Ouais, je vais me déconnecter avec l'autre. Ouais, sinon ça va faire interférence. Hop. J'ai envoyé un SMS à Wael. Et on a le numéro de Benjamin ou pas? Non, mais je lui envoie un petit message sur LinkedIn. Hop. Oui, du coup, c'est étrange que ça n'ait pas marché, je ne sais pas. Pour tout à l'heure. Et du coup, Mathieu, tu es un ancien étudiant entrepreneur, c'est ça? C'est ça, exactement. J'étais chez Pépite. J'étais à l'IAE de Montpellier, en fait. Ouais. Et du coup, j'avais intégré Pépite pour monter du coup ma boîte, enfin pour poursuivre le projet que j'avais déjà monté du coup. D'accord. Et c'était un projet en vidéo aussi ou pas du tout? Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, j'étais indépendant. J'étais simplement indépendant. Et j'ai du coup monté une structure un peu plus grosse du coup par la suite. Pendant mon master à l'IAE du coup. Ok. Super. Wael qui est arrivé. Il faut que tu actives ton micro, Wael. Bonjour à tous. Et bonjour. 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 Je suis à l'heure. Oui, pas de souci.
Célie s'inquiétait un petit peu quand même. On a connu des petits déboires avec Mathieu pour la connexion, c'est pour ça. Et là, on attend Benjamin qui va arriver. Benjamin. Mais merci d'avoir accepté tous et toutes. Avec grand Avec plaisir. plaisir, ouais, avec grand plaisir. Bon, dommage quand même qu'on ne puisse pas faire cet afterwork avec une bière en terrasse. Hein. Ouais, C'est clair. ouais. Bon, on va dire que c'est le dernier comme ça et après on sera enfin en présentiel. D'ailleurs, on ne sait pas trop. Normalement, on a combien? On a 40 à 50 inscrits, mais avec les terrasses, on ne sait pas combien de personnes vont venir. Bon, là, il y a 6 personnes dans la salle d'attente déjà. 7. Ah, ça commence à arriver. Bonne 8. Ça va. Moi, je peux vous dire que devant les bureaux, bon là, j'y suis pas, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde en train de boire des coups. Je suis basé au marché du Lez. Oh là là. Ouais, donc, C'est compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne suis pas au marché du Lez parce que sinon, je n'aurais pas pu assister à la réunion à cause des terrasses qui sont. Voilà. Ah bah oui. Eh ben oui. Mais sinon, tu descends au marché du Lez avec l'ordi. Ouais, bah, en fait, je serais descendu malheureusement, donc ça n'aurait pas été très correct pour vous. Ils vont tout en profiter comme ça, on aura hyper du monde. On va attendre peut-être quelques minutes encore. Moi, Ouais. ça va, en fait, il n'y a plus de... Et puis, Ouais. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Pourtant, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Attends, moi, je vais lui envoyer un L'appel SMS. Dans son mail, il y a son SMS. Moi, je Ouais, viens les c'est ça. SMS. Bon, et vous avez fêté le déconfinement ou pas encore? Si, si. Si, hein. Ah, Ah ouais, hier, là, c'était... ah oui. Il y avait un peu de vent, quoi. C'était frais. Oui, mais- c'est ça. C'était la finale de la Coupe du Monde sur la comédie hier soir. Apparemment. Avec Bah, plein de... c'était une ambiance assez particulière, ça faisait plaisir Ouais, à voir. Ouais. 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 Le Ah retour à Tout la le vie monde, de tout le monde était Montpellier. très, très heureux. Mm. Et Et je du coup, pense dans les rues, tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde. On rigolait avec mon primeur. On disait, je pense que la gueule de bois, là, à 10 heures, il y avait plus personne. Ou sinon, c'est de l'appeler peut-être Célie. Je sais Ouais, pas. peut-être. Je vais lui envoyer un SMS. Si vraiment je vois qu'il ne me répond pas, je leur. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, Benjamin Dimanche. oui. Je ne sais pas, ouais, si tu le connais, ni même Mathieu, parce qu'il faisait des ateliers au Starter et au D2E. Moi, ça ne me Quand dit rien, il a Benjamin. commencé. Son nom ne me parle pas. Non. Mais les chefs de projet, du coup, dans Homecoming Studio, c'est ça, je crois. C'est lui. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est des jeux vidéo, enfin, c'est la conception de jeux vidéo et aussi la communication. D'accord. Ok, super. Là, je vois qu'il est basé à Berlin. Ouais, en ce moment, il est sur Berlin. Ok, génial. Et du coup, il va nous parler depuis Berlin? Je pense pas. Non, après, il est d'ici, Benjamin. Donc, je sais pas si c'est temporaire ou si c'est vraiment qu'il s'installe à Berlin. Sur le site, il a l'air assez open partout, donc je sais pas trop. Il nous en dira plus. Hop, je regarde là. Ah, je pense que c'est lui Bendé. Ça doit être Benjamin, non? Ah, t'as ton micro coupé, Céline? Oui, ça doit être lui, Ben. Allez, je l'accepte. C'est lui. Ouais. Bonjour, Benjamin. Non, c'est pas connecté encore. Attends. Ouais, il arrive.
Bonjour. 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 Je galérais un petit peu avec les réglages de Zoom, pardon. Pas de souci. On fera un tuto la prochaine fois avant. Ça va être pas mal. J'ai essayé de flouter mon écran derrière, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Ouais, ça marche pas très bien, ça. Ouais. Moi, j'ai opté pour le kakémono, tu vois. Ça évite Moi, de je l'ai ressembler à pas une là. martienne, en fait. Pas grave, ça donne une ambiance au moins, un peu de vie. Ah oui. C'est ça, voilà. Vous voyez ma bibliothèque en désordre, mon frigo, Une guitare. une guitare. Bon, ça va, les étudiants connaissent cet environnement, donc ça va. C'est ça. Je peux aller chercher une bière comme ça pour l'afterwork. Ce sera c'est encore cool. une bouteille de vin. Bon, super. Ben, peut-être qu'on va pas tarder à les faire rentrer. Oui. Juste pour vous le dire, sera plutôt Laura Flores et Célie qui vont animer l'after. Moi, je suis plus en bac. Et au cas où, pour tout le monde, moi, je suis du coup Laura Falanga, qui est chargée de communication à Pépite depuis peu. Et voilà, on a eu l'occasion pour certains d'échanger, d'autres pas spécialement. Donc voilà un petit peu. Bon, je fais rentrer le monde. C'est Laura qui pose la question quand vraiment ils sont trop timides. Voilà. Je suis l'infiltrée. Mais oui, ils ne savent pas en fait. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Bonjour. 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 Bon, on attend tout le monde arrive et puis après, on va commencer. Ouais, je crois que c'est bon. On va peut-être commencer. On va... Oui. Hein? Sinon, on va être comme ça devant nos écrans. Donc déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Dans un contexte un peu particulier parce qu'on s'est déconfiné hier, mais nous, on reste un peu confinés quand même parce qu'on est nombreux. Voilà. Donc, c'était compliqué de faire un after-work en terrasse, mais voilà, ce sera pour les prochaines éditions. Donc aujourd'hui, notre afterwork est sur l'entrepreneuriat culturel. Ça nous permettra justement de voir l'avenir de la culture enfin dans ce monde déconfiné. Et on va commencer peut-être, Laura, par les fameuses règles d'animation de l'afterwork. Peut-être, voilà. Donc déjà, comme vous le savez, il vaut mieux couper vos micros dès qu'il y a une personne qui prend la parole, comme ça évite qu'il y ait des échos. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole ou nous écrire un petit message. N'hésitez pas à poser vos questions, aussi bien à l'oral que par chat. Et évidemment, montrez-nous un plus beau sourire, et encore plus avec le soleil que l'on a juste à côté. Alors, on va commencer par le brise-glace. Donc, on va vous demander d'où vous venez, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes entrepreneur, étudiant, voilà. Et voilà, donc la parole est à vous. Donc, allez-y, soit par chat, vous êtes timide, soit oralement. Voilà. Je ne sais pas qui aimerait prendre la parole. On a Philippe qui a dit qu'il était entrepreneur. Bon, allez, je me lance. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Liliane. Je suis au Pépite Pont et j'ai créé Playful Culture en janvier. Et là, tout de suite, je suis dans le programme Pépite Starter à Station F. Et donc, l'objet de Playful Culture,
Alors, ça a sauté. C'est de créer des expériences immersives, gamifiées et sensorielles sur des thèmes d'histoire, tout d'abord. Mais après, je pense qu'après, dans les années à suivre, on se diversifiera. Mais du coup, là, on fait un premier focus sur l'histoire. Et du coup, comme c'est culturel, forcément, je suis super intéressée par ce webinaire. Bienvenue. Alors, on a aussi Delphine qui nous dit qu'elle est de Nantes, donc qui est là pour écouter Anne et bien sûr les autres. Bienvenue. Anne a sa première fan. Anne a pris ses fans. Désolée. Mais j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont leurs fans. Et je vois des têtes que je connais, dont Florent et Corinne, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous aimeriez prendre la parole, ou je vous force un peu la main. Ou Noémie aussi. Julien. Bien prendre la parole s'il faut prendre Allez. la parole. Donc, je m'appelle Florent Belloir. Donc, je suis entrepreneur en communication. J'appartiens à la coopérative Créalide. Et donc, je suis venu ici par curiosité parce que je connais Laura, parce qu'elle a passé un certain temps à Créalide et puis je la connaissais d'avant aussi. Et puis, voilà, je suis curieux de vous entendre, puis de partager avec vous. Bienvenue. Bienvenue, Florent. Y a-t-il d'autres courageux? On n'entend pas Corinne, elle parle, mais... Oui. À tous. Ouais. Corinne, on ne vous entend pas quand vous parlez. Je vois que vous parlez, mais... Ouais. Ça marche pas? Si, là, c'est bon. C'est bon? Oui. Oui, je suis... c'est Corinne, une amie qui m'a inscrite. Je suis Marie-Louise. Bonjour Florent, bonjour Laura et Anne et tout le monde. Je suis aussi à Créalide, entrepreneur salarié et je suis venue pour écouter Anne parce que je suis intéressée par son parcours. L'impression. Il y a un fan club. Elle est mieux que son fan club. Il y a également Anne Girard qui met un commentaire. Elle est entre la Bretagne et Paris. Elle est entrepreneuse et artiste, photographe et milieu de la danse. Et elle est aussi fan de Anne. Ben voilà, Anne a voté tous en fan club. Tu as le droit de le dire, Anne. Ça fait plaisir. Bon. Du coup, moi, bonjour, je suis Noémie, donc de Pépite LR également, donc collègue de Laura et Laura. Et moi, je viens donc parce que ça m'intéresse aussi à titre personnel, donc c'est pour les deux casquettes, si on peut dire. Voilà. Merci. On va peut-être démarrer. On va commencer, ouais. Du coup, je vais me présenter. Je vais présenter surtout la CPME Occitanie. Donc, la CPME Occitanie, c'est donc la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et donc, nous sommes là pour soutenir, accompagner et défendre aussi les chefs d'entreprise dans la vie de tous les jours, en fait, parce qu'on a des mandataires dans toutes les grandes organisations, URSSAF, Direct, la CARSAT, et j'en passe, et tant d'autres. On va faire court et simple. Donc, dès qu'il y a un pépin, il ne faut pas hésiter à venir taper à la porte des syndicats, notamment la CPME. Parfois, il ne faut pas attendre les pépins. Hein. C'est bien d'y venir avant aussi pour éviter les pépins, justement, pour être mieux accompagné. On organise, donc on va parler surtout pour le 34, en fait, même si ça a lieu dans tous les départements, mais les syndicats patronaux tels que la CPME organisent beaucoup de réunions d'information pour les chefs d'entreprise. Et dans le 34, en fait, on organise une fois par mois une conviviale. Et là, on est super content parce qu'on nous relâche. Et donc, de ce fait, on va pouvoir se revoir en présentiel et pouvoir trinquer pour de vrai. Donc, c'est vraiment un moment de partage et d'échange, et c'est le moment aussi pour élargir son réseau professionnel, se faire connaître et distribuer ses petites cartes. Hein. Et après, c'est l'effet boule de neige. Et quand on est sympa et tout, forcément, on va vous appeler derrière. Voilà. Et en gros, c'est tout ça. Donc, c'est au niveau départemental, au niveau régional et après au niveau national, y compris dans les DOPTOM. Et vous devez certainement voir notre président national, M. Asselin, qui est souvent interviewé aux informations pour représenter toutes ces TPE, PME en fait. Et là, pendant la crise Covid, la CPME a été très présente et vraiment aux côtés de tous ces chefs d'entreprise pour essayer d'obtenir le maximum d'aide qu'ils se fassent. Voilà.
Je laisse la parole à Laura de Pépite pour vous présenter Pépite. Alors, Pépite, donc, c'est un pôle entrepreneurial étudiant qui fait partie d'un réseau de pôles nationaux. Et en fait, on accompagne les étudiants porteurs de projets. Donc, c'est plutôt au stade de l'idéation jusqu'à la création d'entreprise. Et en parallèle, on a développé une nouvelle activité qui est des actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès de 8 établissements universitaires de la région Occitanie-Est. Voilà, et donc on existe depuis 2014 et nous sommes une équipe de 10 personnes. Voilà. Donc on va... Donc du coup, maintenant, on va laisser la parole à nos 4 intervenants qui nous ont fait l'honneur ce soir de vouloir participer à cet afterwork. Donc Anne, honneur aux dames ce soir. Vous êtes la seule intervenante féminine. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, merci déjà pour l'invitation. Je m'appelle Anne Lopez, je suis chorégraphe, danseuse. Je co-dirige avec François Lopez, mon frère et complice et compositeur, la compagnie Les Gens du Quai. On est installé à Montpellier depuis, c'est tout récent, 1998. Et on a un lieu et on essaye de porter cette compagnie vraiment avec l'idée de la notion de troupe, de la notion presque, oui, j'ai envie de dire de tribu. Donc, on travaille en équipe et on porte tous les projets possibles à travers la danse contemporaine et la musique live. Tous ces projets s'adressent à tous les publics possibles, dans tous les lieux possibles. Et en fait, on essaye vraiment de travailler en restant très connecté à notre désir, à notre plaisir d'invention et à ce que la rencontre produit chez nous. Voilà. Très bien, merci. Ouais, à toi, à vous. Ouvrez le micro. Ouais, oui. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Wael Smali. Je suis passé par le statut d'étudiant entrepreneur en 2016. Je suis tout juste diplômé cette année et je suis le président d'une association qui s'appelle Muséart, avec laquelle je porte à Montpellier un projet de réhabilitation d'une friche pour ouvrir un espace extérieur au public et en faire un lieu culturel et social. Et donc avec cette association, on a ce projet-là. Et après, on monte aussi des programmes de coopération internationale avec Montréal sur le thème de l'urbanisme participatif. Et l'idée de tous les projets qu'on porte, ça va être des démarches en général d'aménagement du territoire, de l'espace public, avec des dimensions culturelles et des dimensions aussi collaboratives, participatives en travaillant sur le territoire avec les gens qui sont autour des lieux dans lesquels on veut s'implanter ou qu'on investit. Et voilà pour le moment. Voilà. Et merci en tout cas à tous. Merci, Wael. Benjamin? Eh ben, bonjour et merci pour l'invitation. C'était super sympa de proposer. Moi, je suis un peu le fanfaron du groupe, on va dire. Je suis là pour représenter le jeu vidéo, donc le côté pas sérieux. Je suis cofondateur de ma propre société de création de jeux vidéo depuis 4 ans à peu près. Donc, on fait des jeux vidéo et de la prestation. En gestion de projet, notamment pour moi, et puis sur le côté artistique pour mon associé. On fait aussi un peu de communication en service. J'ai été aussi le président de l'association Push Start, donc l'association qui regroupe les professionnels et futurs professionnels du jeu vidéo en région Occitanie, mais surtout installés à Montpellier, puisque c'est ici, Montpellier, qu'il y a le plus de créateurs et créatrices de jeux vidéo. Et c'est déjà pas mal chargé. Je crois que je vais arrêter là pour l'instant. Pas de souci. Et de Mathieu, à ton tour de nous en dire un petit peu plus sur toi. Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Mathieu Bonfiglio. Donc, je suis le cofondateur de la société Leads Agency. Donc, c'est une agence de production vidéo. Donc, à la base, j'étais indépendant. J'ai fait grandir un petit peu ce projet-là pour construire en fait et regrouper plusieurs talents dans le milieu de la vidéo. Donc, on s'occupe de réaliser, donc autant sur le tournage et le montage, des vidéos, qu'elles soient vidéo marketing, vidéo publicitaire. On fait des mises en avant pour les marques ou pour tout type d'entreprise. Et on travaille aussi beaucoup avec les artistes dans l'événementiel, quand ça tournait encore. Et on travaille avec des artistes, on les suit en tournée, que ce soit en France et beaucoup à l'étranger.
On est basé du coup à Montpellier au marché du Lez depuis 3 ans à peu près maintenant. Et on fait partie d'un groupe qui s'appelle La Clique, en fait, qui est un groupement d'indépendants créatifs qui regroupe tous les talents en fait, de la communication. Donc ça peut être graphiste, directeur artistique, photographe, tous les métiers d'une agence de com, en gros. Voilà. Super. Et pour l'anecdote, je suis aussi un ancien pépite étudiant entrepreneur. Voilà. D'accord. Merci. Ben, merci. Et du coup, alors, on va commencer par une question qui est, bon, j'avoue, assez large, mais peut-être on peut voir aussi les spécificités selon vos activités. Voilà, on se demande comment on entreprend dans la culture et, voilà, et pourquoi dans ce domaine. Donc là, voilà, on attire un peu l'attention aussi sur votre envie d'entreprendre dans ce milieu-là. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé et surtout quelles sont les spécificités du milieu culturel? C'est très large. Je vous laisse la parole. Ouais, tu veux parler, tu veux nous en dire un peu plus? Moi, je peux en parler. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour parler de l'entrepreneuriat culturel à proprement dit, puisque les projets dans lesquels que je développe ont une dimension culturelle, mais ce n'est pas la seule. Après, moi, ce que je pourrais vous dire au niveau de la culture, c'est que c'était la culture parce que c'était le lien social. En fait, c'était d'abord créer des événements pour rencontrer des gens, pour permettre à des gens de se rencontrer, pour permettre à des gens de rencontrer des artistes, mais c'était avant tout la dimension sociale qui m'a mené vers la culture. Et c'est ça, finalement, le fil conducteur des projets dans lesquels je me suis investi par la suite également. C'était finalement qu'est-ce qui crée du lien. Et ça peut être donc la culture qui est un formidable vecteur de lien social, mais d'autres approches comme l'aménagement et l'urbanisme aussi qui m'intéressent pas mal en ce moment. D'accord. Alors, du coup, j'enchaîne. Au début, quand on a fondé la compagnie, on était dans un parcours, on va dire, standard. On est danseur, chorégraphe, musicien. Et dans le spectacle vivant, pour fonder une compagnie, on fait une association en 1901 et puis on demande des subventions, on fait des projets, on cherche des dates, de la diffusion et on tourne. Et pour nous, ça s'est passé, on va dire, relativement c'était fantastique, ça s'est très bien passé. Et il nous manquait quelque chose et à côté de notre travail de création, on faisait d'emblée, on a toujours fait d'emblée un travail de danse avec les personnes autistes, dans les quartiers, avec les jeunes un peu paumés. On a toujours inventé, à côté des créations, un travail de transmission, que ce soit dans les institutions ou hors institutions, toujours avec des partenaires, parce que pour nous, c'était impossible d'être sur les plateaux, dans les studios de répétition et de voir le public dans la salle, à la limite de faire des bords plateaux, de parler un peu de notre travail. Mais pour nous, la rencontre, elle a vraiment lieu à côté des représentations, à côté des théâtres, c'est-à-dire dans les endroits où c'est plein de ronces, où personne ne connaît rien, la danse contemporaine n'est pas connue, les gens n'y comprennent rien, ils ont des a priori gros comme ça. Et nous, en tant qu'artistes, l'idée, je dis c'était parce qu'il s'est rajouté un truc en plus, l'idée, c'était de dire, bon, on est artiste, on n'est pas dans notre bulle. On n'est pas à vouloir vendre absolument une pièce la meilleure de l'année. On est surtout dans une proposition de c'est quoi notre perception du monde. Et cette pièce, ça en serait une réponse. Et ce qu'on a envie, c'est que les gens qui n'ont rien compris ou les gens qui sont restés à côté, ça puisse être un prétexte, un sujet, une matière d'échange et surtout de rencontre. Et du coup, il y a 5 ans, j'ai eu hyper envie, alors je dis je là pour le coup, parce que ça a été vraiment une volonté de ma part de dire, mais et si on sortait du système traditionnel des subventions? Si on sortait du système qu'on nous impose finalement en spectacle vivant, c'est un système qui est génial en France et où il y a des subventions qui sont faites pour les artistes. Et j'avais envie de reconsidérer la compagnie, la troupe, le groupe, de manière beaucoup plus indépendante, encore plus indépendante. C'est est-ce qu'on existe même si on n'est pas aidé? Et comment est-ce qu'on existe à travers vraiment le réseau, le maillage des amateurs qui nous suivent depuis tant d'années, du public, etc. Et donc, j'ai arrêté de demander des subventions il y a 5 ans.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh là là, ça y est, c'est la fin des gens du quai, c'est terminé. Et puis, j'ai dit, bon, on va voir si on est toujours vivant. Et on est bien plus que vivant, puisqu'on continue de bosser malgré la pandémie. On s'est vachement plus ouvert à la société telle qu'elle est, c'est-à-dire avec le privé, le public. J'ai envie de dire, dans toutes ces constellations comme ça, super complexes, aujourd'hui, on vient nous chercher pour monter des projets et on nous fait confiance à travers ça. Donc, on fait de la création, on fait de la transmission, on fait des one-shots, des trucs un peu qu'on invente sur le moment. On n'a pas un catalogue, on met au service de chaque rencontre, de chaque partenariat, notre savoir-faire et notre envie d'inventer. Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression de comprendre qu'est-ce que je fous dans ce métier de la culture. C'est vraiment un moyen de... Pardon, je parle super mal, alors ça, Non, mais... J'ai pas de manière. C'est en fait qu'on apprend. On en apprend un peu plus sur nous-mêmes, vraiment, à travers les projets qu'on insuffle. Et du coup, alors là, pour le coup, essentiel, là, il y a eu tout un débat, est-ce qu'on est essentiel, pas essentiel, tatitata. Nous, on sait depuis 30 ans qu'on soit avec des personnes autistes extraordinaires, des Alzheimer, des gamins à Béziers qui sont paumés, qui sont déscolarisés, etc. On le sait bien que ça continue, ça perdure. Donc, voilà, c'est tout. D'accord. Peut-être Mathieu ou... Ouais, je vais prendre la parole. Du coup, c'est vrai que c'était très intéressant ce que disait Anne, hein, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Ce que disait Anne, pour moi, il y a un côté très personnel aussi auquel je suis lié, auquel je me lie au monde de la culture. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'a toujours stimulé en fait dans mon métier. J'y ai atterri un peu par hasard parce que je suis issu d'une formation marketing et entrepreneurial de base et je me suis retrouvé à faire des vidéos de base, à filmer mes amis, etc. Et c'est vrai qu'avec le virage du numérique, en fait, ça a été un petit peu démocratisé. Il n'y avait pas besoin d'avoir une très grosse caméra, on va dire, pour pouvoir faire des vidéos sympathiques. Et de fil en aiguille, bon voilà, après j'ai commencé à réaliser mes premières vidéos corporate, si je puis dire, à travailler pour des marques, etc. Mais c'est vrai que ce qui me stimulait moi le plus personnellement, c'était le côté un petit peu rêveur que j'avais, par exemple de pouvoir monter sur scène avec des artistes, participer et sentir un petit peu ce que eux ressentaient sur la scène. Et vu que j'avais pas forcément de talent de musicien, malheureusement, j'ai dû me retrouver derrière l'artiste à le filmer. Entre autres, là, c'était des DJ avec lesquels j'ai fait quelques tournées. Et c'est vrai que pour moi, en fait, ce que je ressentais justement sur scène, et c'est ce qui m'a marqué le plus, en tout cas dans cette petite expérience que j'ai, parce qu'il y a des très grands dans ce milieu-là, c'est les yeux des gens, en fait, quand on est sur scène, on voit qu'ils rêvent, tout le monde sourit, tout le monde est là pour prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'entreprendre dans ce milieu-là, c'est assez particulier parce que on demande de l'argent à des gens pour quelque chose, en fait, en fait, ils prennent vraiment du plaisir à ça, eux, juste pour venir voir ça. C'est limite pour moi pas payant, en fait. C'est quelque chose de naturel. Et c'est vrai que c'est très particulier d'entreprendre dans ce milieu-là. Alors, bon, faut bien manger et vivre hein, aussi pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Et bon, je pense qu'on en parlera plus tard, mais on a du coup eu l'idée cette année de faire des lives, nous, pour faire rebondir un petit peu la culture qui était à l'abandon avec la situation sanitaire. C'était d'organiser des lives en fait dans la ville de Montpellier, donc pour faire redécouvrir la ville aux gens sur des supports digitaux, en prenant par exemple un DJ qu'on va faire jouer sur l'Arc de Triomphe de Montpellier, en le mélangeant avec une danseuse et une artiste peintre. Donc le but c'était de mélanger en fait plein d'univers artistiques qui n'ont rien à voir de base et de les mettre en avant parce qu'ils sont tous de Montpellier. Enfin voilà, c'était de partager ça en fait avec les gens. Et de base, le projet, par exemple, on l'avait monté en bénévolat. On a construit un petit dossier qu'on a présenté au maire de Montpellier, Michael Delafosse. Il nous a dit non, mais attendez, le projet est super. Moi, je mets du budget, donc il nous a financé ça et c'était un pur kiff.
Hashtag les essentiels de Montpellier, c'est ça, Mathieu? Exactement. Ça Voilà. s'appelait donc, le projet s'appelait Les Essentiels. Donc, moi, j'étais surtout à la partie réalisation vidéo. Le projet, il a été monté par Guillaume Canal, qui est un photographe avec qui je travaille depuis longtemps. Donc, c'est lui qui est à la genèse de ce projet-là. Super. Et ça, on peut les revoir, vous, ces vidéos? Peut-être Partout, si ça sur Facebook, sur sur ta YouTube. page. La page de la ville de Montpellier, vous pouvez la trouver aussi sur le métropolitain. Énergie Méditerranée, enfin beaucoup de médias qui ont relayé l'info et donc principalement sur la ville, le Facebook de la ville de Montpellier. Super. Et pour les avoir vus, tu as une belle réussite. J'ai tout regardé. Merci. Super. Et Ben? Après, pour le jeu vidéo, c'est toujours un peu particulier parce que déjà, sur le terme d'être culturel ou pas, il y a eu beaucoup de débats sur ça parce que typiquement, si on prend juste l'historique de quel ministère a décidé ou non où le jeu vidéo allait être placé, on a été à la jeunesse, puis après on a été aux nouvelles technologies, l'informatique, etc. Alors que finalement, le jeu vidéo, pour moi et pour la plupart des gens qui sont dedans, c'est un entre-deux entre le numérique et le culturel, puisqu'on utilise les nouvelles technologies, la programmation, les réseaux sociaux, etc., les distributions de nouvelles plateformes, etc., comme média, comme vecteur pour exprimer ou pour faire nos jeux vidéo. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de dire on a toujours été un peu étiré comme ça sur le culturel. Donc, c'est pas quelque chose de simple finalement pour nous de dire qu'on entreprend dans la culture parce qu'on n'a pas été accepté et compagnie. Enfin, si je prends un exemple tout bête, à l'heure actuelle, si on veut demander des aides et des subventions pour un projet de jeu vidéo, on ne se tourne pas vers un centre national du jeu vidéo, on se tourne vers le centre national le CNC du cinéma. Donc, c'est un peu pour montrer un peu l'image qu'on a, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de déconstruction à faire sur le jeu vidéo. Ça peut être culturel, il y a de tout dans le jeu vidéo, il y a des pratiques et des créations amateurs, il y a des choses qui sont beaucoup plus orientées business, il y a des gens qui vont faire énormément d'argent aussi à travers cette industrie-là. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cette interrogation de comment on se place. Typiquement, on a beaucoup discuté avec Push-Start, avec la région Occitanie, pour savoir comment on pouvait aider les créateurs, si c'était sur des aides créatives ou si c'était sur des aides qui seraient peut-être plutôt autour de la nouvelle technologie, des subventions à la recherche, etc. Donc, on est un peu partagé comme ça, étiré sur pas mal de choses où on ne sait pas trop où nous placer, parce que finalement, le jeu vidéo, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que ça existe, ça fait 20 ans que c'est vraiment commercialisé dans les choses de très grand public, et de plus en plus, on se rend compte que le jeu vidéo et le joueur classique, il n'est pas forcément l'image du geek dans sa cave qui ne voit jamais la lumière du jour, mais peut être un peu n'importe qui autour de nous, que ce soit avec un jeu sur un téléphone ou que ce soit un jeu avec des consoles et des périphériques dédiés. Donc, c'est vrai qu'on a ce rapport-là déjà un peu compliqué. Et puis après, de manière plus personnelle, on a ce qu'on appelle les jeux vidéo indépendants, c'est un peu des créateurs de différents horizons qui vont faire des jeux, parfois à message, parfois non. Après, moi, de mon point de vue, pour ce qu'il en est, des débats qui secouent un peu l'industrie du jeu vidéo, pour moi, n'importe quel jeu vidéo est politique. À partir du moment où un Call of Duty choisit de représenter l'ennemi comme étant voilà, des personnes musulmanes, forcément, c'est un message qui est politique. Qu'en disent les joueurs. Mais enfin, bref, c'est des sujets qui secouent un peu en ce moment l'industrie du jeu vidéo. Et du coup, les indépendants, pour revenir à mon propos initial, vont être souvent les créateurs et les vecteurs de nouvelles expériences qui ont plus le loisir, assez paradoxalement, parce qu'on a moins de budget par rapport à des grosses productions. Type comme si on comparait Hollywood avec le cinéma d'art et essai. Finalement, on n'a pas les mêmes budgets, donc finalement, on va aller chercher
des expériences différentes, des jeux peut-être plus courts, des recherches sur la direction artistique. Et donc, on mixe un peu ces influences. Et moi, personnellement, c'est ça qui m'a amené aux jeux vidéo. C'est pas du tout les gros jeux AAA, les Fortnite ou les genres de jeux comme ça qu'on peut attendre, les Call of Duty et tous ces gros jeux. C'est plus d'avoir des jeux vidéo qui soient à la croisée, on va dire, de plusieurs disciplines, qui prennent un peu de la musique, qui prennent un peu du dessin, de l'art, de la BD, qui prennent un peu du livre, parce que il faut écrire les scénarios, etc. Enfin bref, moi, c'est tout ça qui m'a amené à me dire que j'avais envie de faire du jeu vidéo et à entreprendre là-dedans, parce que c'était pas uniquement le côté technologique qui m'intéressait, c'était vraiment le côté un peu culturel, apprendre de tous les arts finalement pour arriver à en faire une œuvre interactive comme ça. Et justement, là, vous parliez tous, donc vous êtes entre la structure juridique, on parlait de l'association, de demande de subvention ou pas, mais également de la mobilisation donc de plusieurs milieux autour de vos projets. Est-ce que tous vous êtes concernés par cette mobilisation de plusieurs domaines d'activité? Et je me pose aussi une autre question, est-ce que il faut avoir comment dire, une structure juridique propre à l'art? Bon, je parle vraiment sur des a priori, hein. On dit, ce sont des intermittents, les artistes, etc. Justement, est-ce qu'il y a d'autres structures juridiques qui concernent l'art? Voilà. Donc, c'est un peu deux questions en une, mais voilà. Juste, en fait, en France, l'intermittence, elle est donc pour les gens qui sont dans le spectacle vivant, pour monter sur un plateau, on est obligé d'être rémunéré, d'avoir des cachets. On ne peut pas se soustraire c'est une structure juridique qui est comme celle-là. Après, donc c'est une chance. On est un des seuls pays on en profite. Après, nous, la compagnie, on a vu que de s'ouvrir en fait et de ne pas rester enfermé dans un système que le système de la subvention, de s'ouvrir et d'aller chercher de la prestation, d'aller chercher des clients, c'est-à-dire de repenser les choses en termes de clients. Ce qui était très tabou il y a une certaine époque, peut-être que maintenant ça a changé, mais il ne fallait pas qu'on dise ça. Voilà, c'était... Et nous, on assume complètement. On a travaillé d'ailleurs avec Delphine Trio sur un catalogue, sur notre catalogue de vente. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Et en fait, aujourd'hui, j'assume complètement d'être à la fois une artiste hyper engagée dans des projets artistiques qui ont des effets vraiment politiques et sociaux. C'est-à-dire, évidemment, je suis prête à fabriquer des choses sans moyens parce que je sais qu'elles vont ouvrir des brèches qui vont permettre aux suivants de continuer. Et donc, j'ai plein d'exemples dans mon parcours où j'ai ouvert des ateliers, où j'ai fait des événements, où j'ai ouvert la brèche sans aucun moyen, mais parce que je savais qu'il y avait une vraie nécessité que ça pouvait faire. Et puis, je peux complètement vendre à une entreprise une soirée complètement éclectique où on va leur faire leur journée et leur soirée. On va les retourner dans l'entreprise, on va prendre tous les salariés et ils vont vivre la journée de leur vie parce qu'ils vont faire un atelier de danse contemporaine, ils vont avoir une performance, ils vont participer à une performance, ils vont finir la soirée avec un live d'un concert et tout ça dans leur bâtiment. Voilà, nous, on est capable de ça. On est capable parce qu'on a envie et qu'on n'a aucun préjugé. On n'a aucun... On ne supporte pas ni le jugement, ni de s'enfermer dans une représentation. En fait, cette histoire de représentation et d'a priori, tout ça, c'est fini, quoi. Peut-être vous, est-ce que vous avez ce même type de ressenti ou c'est encore différent selon vos activités? Moi, j'ai une question à poser à Anne Lopez juste avant, si ça ne vous dérange pas. Parce que justement, elle parlait d'a priori, etc. Et je me dis, comment on fait justement pour les déconstruire? Parce qu'en tant qu'étudiant, ce n'est pas toujours facile. On est un peu figé dans ce qu'on nous dit. Comme l'entrepreneuriat, c'est la tech et ce n'est pas l'art, ce n'est pas la culture.
Et c'est pas toujours évident d'arriver à aller au-dessus. Donc, comment, au final, vous avez réussi et peut-être les autres? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées au-delà. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on ne nous apprend pas, que personne ne nous apprend au final et qu'on est obligé d'apprendre tout seul. Ouais, et alors du coup, ça me fait rebondir. J'ai enseigné 8 ans à Sciences Politiques Paris, puisqu'ils permettent à leurs étudiants de suivre des cursus de 12 séances avec des artistes. Il faut choisir un atelier artistique avec un chorégraphe, un comédien, un écrivain, etc. Et donc, il y a 12 séances obligatoires pour ces étudiants avec cet artiste. Et du coup, c'est vraiment à cet endroit que j'ai vu à quel point c'était nécessaire de travailler sur la déconstruction et des a priori et même des connaissances. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, en tant que danseur, on est obligé de se former toute la vie. Là, j'arrive à 50 ans, je découvre des choses physiquement que je ne connaissais pas avant. Je suis obligée de faire avec mon corps. Et évidemment que j'imagine même pas la retraite possible. Je m'en fiche, en fait. Je fais avec. Je fais avec ce qui est en train de se passer. Et pour faire avec, eh ben, si tu fais avec le présent et le réel, tu es obligé de faire péter et les fantasmes, les désirs, les attentes, les a priori. Et ça, pour les étudiants, c'est-à-dire dans votre début de démarrage, c'est normal. Vous êtes en projet, on vous bassine avec ça toute la scolarité. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu seras bon? Et c'est une société qui ne parle pas du tout ni du présent, ni du réel, ni de la prise de conscience de OK, il y a ce que j'ai envie de faire et il y a ce que je suis et il y a aussi ce que je ne suis pas. Et ça, c'est des trucs qu'on trouve dans des tas de disciplines, en fait. C'est pas que dans le monde artistique. Pour déconstruire les a priori, il y a vraiment une notion de confiance à trouver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre confiance sur la notion qu'on va se perdre. On va se casser la gueule. On va finalement peut-être changer complètement de voie. Peut-être que là où on est, ce n'est pas du tout là où on devrait être. Et cette histoire de confiance, pour moi, elle est vraiment dans de se retrouver vraiment dans un rapport au corps. Quand tu te retrouves dans ton rapport au corps, de dire où est-ce qu'il est mon corps, dans quel espace il est. Et là, je suis en train de parler, je vois que j'ai ma respiration qui s'accélère, je vois que j'ai les épaules qui montent, je vois que j'ai la mâchoire. Dès que tu commences à faire ce travail de prise de conscience où tu en es là, ici, maintenant, après, tu t'aperçois vraiment qu'il y a une différence entre ce que tu vises, ta visée, ce que tu souhaites et ce que tu es en train de vivre. Et ça, c'est vraiment, une fois que tu as fait ce travail-là de différencier les choses, bah, tu étais prêt à tout faire péter, quoi. D'accord. Petit travail d'introspection, quoi. Ouais. Et peut-être... Ouais, moi je vais rebondir là. Il y a un message, je vois dans la discussion. Le plus important quand on entreprend est de faire ce qui correspond à nos valeurs. Et c'est vrai que moi je me retrouve personnellement beaucoup dans ce message-là, puisque c'est ce qui en fait a construit en fait ma société, si je puis l'appeler. Mais même pour moi, en fait, ça c'est tout ce qui est en fait structure juridique, administratif, etc. Pour moi, au début, c'était vraiment j'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est obligé de s'y intéresser et d'être assez appliqué dessus pour pouvoir tenir sérieusement une structure sur son métier, sur ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, après, c'est valable dans un petit peu tous les secteurs, mais dans le milieu artistique et culturel, c'est très important pour moi de savoir s'entourer parce que il y en a certains, il y a certains clients qui vont me considérer comme un gérant de société et d'autres plus comme un artiste. Et c'est vrai que cette double casquette-là, elle est très difficile à gérer. Enfin, surtout au début, moi, j'ai pas encore beaucoup de recul sur la vie en général, mais de ce que j'ai pu observer, c'est vrai que cette double casquette-là, ouais, il faut savoir la gérer. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, sur ma société, pour prendre mon cas à moi, j'ai pris en fait un associé en fait qui lui est très fort en finance, comptabilité, administrative, juridique, etc. Et c'est vrai que c'est un bras droit qui est très important. Alors après, on n'est pas forcément obligé de l'officialiser, hein. On peut monter sa boîte tout seul. Mais je pense que s'entourer avec ce genre de personnes-là dans le milieu artistique, c'est très important, sauf si on arrive à tout faire. Il y a des gens qui arrivent à tout faire, mais c'est vrai que c'est rare. Et pour moi, c'est important de se concentrer sur son métier,
regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, prendre des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, en faire un mix, jouer avec l'énorme frustration qu'on a tous les matins quand on se lève ou quand on rend un projet. On va pouvoir créer quelque chose. Et c'est vrai que moi, personnellement, je m'exprime, comme Anne d'ailleurs le fait aussi dans son métier. C'est de l'expression pure. Et donc, je voulais en venir où, je ne sais plus. Mais donc, dans l'expression, toutes ces choses, en fait, c'est un petit peu que des bouts de papier. Il faut savoir, certes, les gérer, mais être assez intelligent et malin pour pouvoir garder ce côté pur, on va dire, de notre métier artistiquement parlant, quoi. Pour les métiers artistiques, en tout cas. Merci. Et Benjamin, comment tu... C'est vrai que le jeu vidéo, j'entendais ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, sur le fait d'avoir repensé un peu le modèle économique, on va dire, de ce que vous faisiez pour aller chercher des prestations et pour penser à un modèle, on va dire, un peu plus privé, quoi, enfin, business, quoi. Et clairement, dans le jeu vidéo, nous, on est dans ces problèmes-là, ces problématiques-là. Faire un jeu vidéo, ça coûte plutôt de l'argent, plutôt assez cher. On a besoin de beaucoup de corps de métier, on a besoin de beaucoup de technologie, on a besoin de recherche, on a besoin de plein de choses. Et on a besoin d'avoir ce temps de réflexion, de créativité aussi, qui n'est pas forcément mesurable et quantifiable au sens, on va passer 6 mois pour faire un jeu, ouais, mais ça va nous coûter tant finalement d'argent, alors que on va peut-être finalement avoir besoin de 9 mois parce qu'on se rend compte que notre idée, elle n'est pas bonne, on a besoin de plus de temps. Hop là, il y a un chat qui va passer, attention. Du coup, je perds je perds le fil. En tout cas, on ne peut pas forcément tout le temps quantifier ce temps-là. Et c'est vrai qu'on se heurte des fois à devoir jongler entre le fait de faire des prestations, de faire de ce côté business et de ce côté, on a besoin de 9 mois pour développer notre idée de jeu. On n'a pas le budget pour faire ça. Donc, on va quasiment à chaque fois avoir ce côté développer nos prestations, prendre des clients. Et donc, forcément, quand on est des petites équipes, on ne peut pas des fois se multiplier, on ne peut pas se cloner encore pour l'instant. Et donc, c'est assez difficile de jongler entre notre temps de travail qu'on va allouer à des prestations et le temps de créativité qu'on va avoir finalement sur notre jeu. Et donc, il faut vraiment arriver à jongler avec tout ça. Et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand on est dans des petites structures dans le jeu vidéo. On a besoin d'avoir ces côtés finalement de sécurité financière pour pouvoir développer un jeu parce que généralement, on ne peut pas faire tout seul. On peut, il y a certains contre-exemples à ça, mais généralement, c'est une œuvre collective. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un certain nombre de corps de métier et de personnes pour faire un jeu. Et donc, avec cette tension toujours avec la prestation, il y a peu de studios finalement en France qui arrivent à avoir uniquement ce côté créatif, uniquement ce côté, on a 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour développer un jeu vidéo, on n'a jamais à penser à devoir prendre des prestations. Donc, c'est vrai que c'est jongler entre ces différents modèles qui peut être parfois un peu fatigant. C'est pour ça qu'en ce moment, on échange beaucoup avec les institutions politiques et les régions, les partenaires comme ça pour trouver des solutions de financement qui puissent être de la subvention ou des choses comme ça, parce que jusqu'à présent, on n'y avait pas droit comme n'étant pas forcément reconnu comme une œuvre culturelle, jusqu'à présent. C'est relativement récent en France en tout cas, là où par exemple le Canada ou le Québec notamment aide sur la fiscalité, sur toutes ces choses-là depuis assez longtemps. Nous, en France, voilà, les aides jeux vidéo ont tendance même à baisser cette année par rapport à ce que était attribué les années précédentes. Donc, c'est toujours un combat qu'on a avec nos institutions pour faire aussi reconnaître le jeu vidéo comme une œuvre culturelle, comme une œuvre qui peut véhiculer des messages, comme une œuvre qui peut permettre d'apprendre des choses. Et c'est vrai que c'est parfois un peu fatigant d'avoir ce côté, on a besoin de temps aussi pour créer, pour itérer sur notre idée, pour pouvoir avoir le temps de faire un bon jeu finalement, quoi. Merci, Benjamin. Ouais, tu as peut-être ton mot à dire. On ne t'a pas beaucoup entendu. Ah oui. Finalement, c'est toi le grand timide aujourd'hui. Chacun son tour. Alors, non, moi,
moi, nous, on est dans un modèle associatif. Et ce que je peux dire par rapport au modèle économique des projets qu'on porte, c'est que d'une part, il y a une grosse dépendance finalement aux appels à projets. On est tout le temps à la recherche d'appels à projets qui vont être fléchés soit par les métropoles, par les régions, au niveau national, au niveau européen. Donc, c'est passer son temps finalement à essayer de trouver des appels à projets dans lesquels on peut rentrer. Mais c'est aussi malheureusement aussi des fois modifier un peu les projets ou les repenser pour intégrer des appels à projets parce que c'est des sources de financement potentielles. Et ça, c'est un peu, je trouve, ce qui est le plus dangereux, enfin, nous, le plus difficile, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, les projets dans lesquels on se reconnaît, ce qu'on pense être la bonne chose à faire en fonction des lieux dans lesquels on a envie de s'investir. Et en même temps, ben, la tension entre les besoins économiques et les opportunités qui se présentent à nous. Et donc, du coup, ben, on va trouver un équilibre entre les deux. Après sur les modèles, moi, je travaille sur donc, la réhabilitation de lieux pour en faire des lieux culturels, sur en gros de la réhabilitation de friches et la gestion de friches culturelles. Et là, il y a une grosse question qui se pose, c'est au-delà de tout ce que ça peut apporter en tant qu'apport social, environnemental pour les quartiers, etc. Bon, mais ça, c'est évident pour tout le monde. Enfin, c'est pas évident parce qu'il derrière le mot de friche et de tiers-lieu, d'ailleurs, il y a plein de choses qui se cachent. Et c'est pas parce que c'est l'étiquette tiers-lieu que c'est forcément quelque chose de bien, vu qu'il y a tout peut être tiers-lieu aujourd'hui, mais en tout cas, au-delà de cette question de comment ça peut apporter aux communautés, aux gens qui habitent autour d'un lieu, comment on les investit dans un projet. Derrière, il y a la question du financement, qui est la question finalement principale. On a beau avoir des projets qui sont construits, complets, bien réfléchis, ou qui ont un impact sur leur territoire. La question, c'est la question du financement et du modèle économique. Et c'est là que c'est intéressant, pour moi en tout cas, d'avoir fait des études en management, en entrepreneuriat, parce que je me rends compte que ce qu'on va me demander à moi, c'est d'être capable de monter un prévisionnel, d'être capable d'aller chercher les financements, et qu'il faut être capable d'avoir et cette vision de programmation culturelle, de programmation artistique, d'apport sur des questions qui sont en fait au-delà de tout ce qui est une entreprise, parce qu'on ne demande justement pas de se positionner comme une entreprise. À ce moment-là, on a plutôt la casquette d'association. Et pour répondre à des appels à projets, d'ailleurs, c'est cette casquette-là qui va être demandée. On est des associations et on n'est pas des entreprises. Par contre, au moment où il faut faire financer le projet ou le développer, bon, ben, c'est plus la même chose. Donc, il faut être capable de jouer sur ces deux tableaux-là. Et ça, pour le coup, moi, en tant qu'étudiant et maintenant jeune diplômé, c'est un cap qui est important à franchir parce qu'il y a la viabilité économique, même à titre personnel, de porteur de projet, parce que ça m'apporte énormément. Mais il y a un moment où faut bien manger, comme dirait Mathieu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une tension quand même qui est constante sur la question des financements, sur la question de à quel point c'est possible. C'est souvent des paris aussi, des paris sur l'avenir. Les appels à projets, ça prend du temps. Donc, voilà, il faut toujours avoir un coup d'avance sur soi-même et savoir où est-ce qu'on sera dans un an. Est-ce qu'on sera capable de répondre à une commande sur un pays à l'étranger au mois, par exemple, de septembre 2022? Ben, je ne le sais pas, mais j'ai intérêt à le savoir quand je réponds là dans un mois pour un appel à projet, par exemple, au Maroc. Donc voilà, c'est un jeu d'équilibriste et c'est énergivore, mais en même temps, c'est passionnant et ça permet d'avoir l'impression, en tout cas, que tout est possible et de se retourner toujours sur d'autres situations. Donc voilà, il faut être agile, je dirais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est mon… Si, c'est vraiment bien. complet. Et j'ai vu que tu faisais de l'urbanisme participatif aussi. C'est bien ça, Wael? Oui, voilà, c'est ça. Moi, Tu peux nous expliquer parce que je t'avouerais que moi-même, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Donc, moi, mon parcours, j'ai monté une association qui s'appelle Waven à Montpellier en 2015, avec laquelle on a organisé des expos, des performances artistiques, des concerts pour les étudiants. À l'époque, on était étudiants, on avait un public étudiant, c'était des gros événements et c'était très intéressant. Et en fait, c'est en découvrant après je vous fais vite fait le parcours pour comprendre comment j'en arrive là, mais je vais arriver à l'urbanisme participatif en découvrant les grands voisins à Paris où j'étais en stage en 2018, où j'ai découvert là qu'il y avait des lieux, c'était le début des tiers-lieux, en tout cas l'occupation transitoire là c'est un hôpital à Paris qui a été occupé pendant 2 ou 3 ans avec et de l'hébergement d'urgence et une offre culturelle avec un lieu de programmation artistique et des ateliers, des bureaux pour des artistes et des assos, des PME. Donc, il y avait un peu tout ce monde-là qui se mélangeait dans un même lieu. Et donc, c'est là que je commence à m'intéresser à pas juste la production d'événements, mais aussi les lieux dans lesquels se produisaient les événements, les différentes typologies de lieux, au-delà de ce qu'on connaissait nous, en tout cas à Montpellier, où on produisait des événements dans des bars. Donc, du coup, on s'est dit, OK, il y a mieux que des bars, en fait. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on dit quoi, chemin faisant, il me semble, je suis arrivé à Montréal. Et là, pour le coup, à Montréal, voilà, au niveau des politiques culturelles, ils sont très en avance. Et aussi sur la question de l'aménagement de l'espace et comment la rue, les lieux publics sont aussi des lieux de production événementielle, culturelle, artistique. Le quartier spectacle
bon, c'est parce qu'il fait moins 30 aussi le reste de l'année, mais en tout cas, de mai à septembre, ils ont une programmation culturelle journalière qui est gratuite avec toute la planète qui se produit en plein air de manière gratuite. Et j'ai été surpris par ce mot. Et là, je voulais en venir, c'est en tout cas que voilà, il y avait une autre approche de l'espace public comme lieu. Voilà, en fait, un extérieur, c'est un lieu et un lieu culturel en puissance. Et c'est ça que moi j'ai trouvé formidable, c'est de dire en fait chaque coin de rue, chaque lieu inoccupé est un lieu culturel en puissance, mais est aussi un lieu social, un lieu de vie. Et donc si on arrive à transposer ou en tout cas adapter ce modèle-là à Montpellier, quand on voit une friche par exemple, le long des voies ferrées au niveau de la gare, où il y a par exemple ce nouveau, je ne sais pas si vous voyez, auprès du nouveau polygone, il y a un espace qui a été inoccupé pendant 3-4 ans. Mais en fait, là, qui était un dépôt, à Montréal, c'est devenu un lieu. C'est devenu un lieu où les gens ils sont emparés. Et si on peut penser la ville comme ça, ça donne énormément de possibilités. Ça permet de repenser. Et donc, l'urbanisme participatif dans toute cette histoire, c'est l'idée de ces espaces, vacants ou pas, on peut les penser avec les personnes qui habitent à proximité. C'est de dire que l'habitant, l'usager qui habite dans un territoire, l'expert, il a une connaissance, elle est très importante, mais l'usager, il a une connaissance sensible, il connaît comment on vit dans le quartier. Et lui, si on l'intègre dans les projets d'aménagement du territoire, dans les projets d'urbanisme, il va avoir quelque chose d'autre à apporter que l'expert ne peut pas apporter. Et donc, c'est intégrer les gens finalement dans les projets d'urbanisme. Ce n'est pas très compliqué, mais ça demande des méthodologies, etc. Et ça existe aussi en France. Il y a plein de gens qui le font ailleurs en France. Et nous, on essaye à Montpellier de développer cette philosophie-là. Et c'est lié et avec la culture et avec l'environnement. C'est des choses qu'on ne peut pas penser les uns sans les autres. Mais voilà, j'en ai fini. Ça fait d'ailleurs penser, alors bon, même si c'était un peu politique, mais aux Nuits debout en 2016, cette réappropriation des lieux, comme ça, c'était extraordinaire, où on se retrouvait tous, et puis après, hop, on partait chacun, mais voilà, ça, c'est vrai que c'est ce qui manque, je trouve, aussi, en France. J'ai juste une question, pardon, je te coupe, Laura. Oui, vas-y. Pour préciser, du coup, ouais, par rapport au. Juste pour bien en fait, est-ce que du coup, vous répondez, par exemple, à des appels à projets où ils cherchent à réhabiliter, par exemple, les collectivités, telle friche ou tel endroit, ou est-ce que parfois, ça peut être vous qui proposez le lieu, en fait? Est-ce que je ne sais pas si c'est clair ma question, C'est très clair. Ouais. Très clair. C'est très clair. En fait, nous, là, sur le projet à Montpellier qui s'appelle Coin Pop, je vous mettrai en commentaire les liens pour aller découvrir le projet. C'est un lieu qu'on a identifié. On s'est renseigné auprès de la mairie pour savoir s'il y avait un projet public ou privé qui était porté sur le lieu. Et à partir du moment où on a eu la confirmation que non, il n'y avait pas de projet qui était porté, on a porté une initiative sur un lieu. Et ça, en fait, c'est une énergie supplémentaire qui était incommensurable. Et je pense que si maintenant je le sais, je ne le referai peut-être pas. Ou en tout cas, je comprends les gens que voilà, c'est en gros, c'est si je le referai évidemment, mais en tout cas, je ne me rendais pas compte à quel point c'était aussi une dépense d'énergie supplémentaire de pas s'inscrire dans un cadre qui est préétabli et donc de pousser vers quelque chose. Et donc, le plus simple, c'est quand même de répondre à des appels à projets, de laisser le temps aux décideurs, on va dire, de baliser le terrain pour après choisir ce qu'ils veulent. Et si on arrive en amont de cette phase-là, ça demande un travail supplémentaire pour aussi justifier, convaincre de la pertinence de son offre. Et donc, voilà, nous, on est dans ce cadre-là avec le projet qu'on porte à Montpellier. Il n'y a pas de décision. Enfin, le lieu est tel quel, il appartient à la mairie. Après, voilà, nous, on se positionne, on porte un projet, on mobilise les gens autour, on fait savoir auprès des acteurs notre projet, mais vu qu'il n'y a pas encore de cadre qui est décidé, on est toujours dans un petit flou artistique très intéressant. Mais c'est un peu comme toi, Mathieu, d'où ça vous était venu l'idée d'aller sur les toits du quorum, là? Pourquoi le toit du quorum? Alors nous, c'était pas le toit du quorum. On va dire. Hein, ouais, c'est clair. En fait, le toit du quorum, c'était encore autre chose. C'était Famille Pique-Nique qui avait fait ça. C'était pas rien à voir avec nous. Mais nous, ce qu'on a pris, on a pris le toit de l'Arc de Triomphe. On a pris le Jardin des Plantes, le bâtiment des Archives de Montpellier qui est c'est le grand bâtiment en fait qui ressemble à un bateau qui est vers pas très loin de la Paillade, je crois. Ah oui, oui. Et le dernier, c'était, j'ai un trou. Mince. Bon, enfin, ça me reviendra. Donc du coup, le but, en fait, c'était de prendre. Déjà, on a voulu taper fort avec l'Arc de Triomphe parce que c'est un peu l'endroit que tout le monde connaît, qui est qui est le plus populaire en fait à Montpellier. Et on voulait rien dénaturer de ce lieu-là.
Et le but, c'était vraiment de le prendre tel qu'il était et de mettre un artiste et de faire ce qu'il avait à faire. C'est méchamment dit, mais c'est l'artiste, en fait, il se mariait parfaitement avec cet environnement-là. Donc, c'est vrai que dans la direction artistique, ce qu'on a voulu faire, c'était simplement à Montpellier, on a cet artiste-là, il sait faire ça, il est très fort, en plus, il était connu. On a un très beau monument qui est l'Arc de Triomphe. Ben, si on les mettait les deux ensemble, et puis ça a matché, la magie a fait que ça a été réussi, enfin, je pense, en tout cas. En tout cas, on n'a eu que des bons retours. Donc voilà. Ok, super. Ben, je t'en prie. Oui. Mais je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos projets à venir, sur les petits dossiers qui sont cachés encore? Peut-être qu'il y a des petits secrets qui peuvent être révélés, je ne sais pas. Qui a envie de parler? Benjamin, le micro est ouvert. À toi le Ok. Nous, du coup, on développe un jeu en parallèle en partenariat plutôt, pardon, avec un studio belge qui s'appelle Arizen, qui est un visuel novel, donc un jeu narratif à base de cartes où on interagit du coup en jouant des cartes pour représenter un peu nos émotions et choisir un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, les livres de jeux de rôle un peu qu'on avait il y a longtemps finalement maintenant et qui permettait de naviguer un peu dans une histoire un peu comme on avait envie. On essaie de reproduire ce modèle-là dans un jeu vidéo, donc ça s'appelle Arisen, ça va être disponible a priori sur PC dans le courant de l'année et on verra après pour le porter éventuellement sur d'autres plateformes. Et on travaille aussi en parallèle sur un projet maison, donc je ne peux pas trop en dire plus, mais voilà, on travaille sur un second projet. Voilà, c'est en phase de concept, on réfléchit, on verra un peu ce que ça donne, si on arrive à aller plus loin que l'idée et qu'on sent un potentiel pour aller financer et trouver des acheteurs du jeu pour plus tard. D'accord. Et j'en profite pour rebondir parce que j'ai pu voir sur ta page internet que tu avais travaillé avec BioViva, qui était un de nos participants intervenants du mois dernier. Et en fait, ça consiste en quoi exactement ce que tu fais, ces petits jeux vidéo pour ces entreprises? Alors, genre BioViva, par exemple, qui était présent. Avec BioViva, c'était surtout mon associé et c'est elle qui a mis en page. En fait, c'était plutôt une prestation graphiste finalement, où elle a mis en page simplement le livret de règles du jeu ainsi que la boîte, parce qu'il fallait bien quelqu'un voilà. Donc on avait les illustrations, mais après il fallait faire voilà tout ce qui était les règles du jeu, tout ce qui était les fiches explicatives, etc. Donc mon associé s'est occupé de ça. D'accord, donc c'est en lien avec les jeux qui commercialisent derrière. Oui, voilà, on n'a pas directement développé un jeu vidéo pour BioViva, c'est voilà, plus eux qui sont venus nous voir en disant on a besoin d'un coup de main pour de la mise en page et pour du graphisme sur un jeu de société. Donc, du coup, ça rend ça accessible plus facilement pour les enfants à leur cible à laquelle ils s'adressent. Entre autres, oui, effectivement. Mais après, voilà, nous, on a pas mal de catalogues de prestations qui sont classiques, entre guillemets, qui ne vont pas forcément dans le sens du jeu vidéo. Enfin, là, typiquement, c'était une prestation graphique assez classique. On a travaillé, par exemple, avec Adecco aussi pour des choses comme ça. Et après, effectivement, des fois, on a travailler avec certaines entreprises pour gamifier un petit peu, donc gamifier, c'est-à-dire porter avec des concepts de jeux vidéo une expérience ou autre sur, par exemple, un jeu Plus belle la vie où on cherchait des indices dans Marseille. On devait se balader un petit peu dans un jeu qui mêlait réalité et fiction avec l'histoire de Plus belle la vie. Alors, ça ne fait peut-être pas forcément rêver de travailler sur un jeu Plus belle la vie, etc. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à la série, mais en tout cas, c'était une expérience super cool parce que c'était un jeu qui se passait un peu comme Pokémon Go ou les jeux un peu comme ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui implique de se déplacer dans la ville pour aller chercher des choses qui mêlaient historiques ou lieu de tournage ou des choses comme ça. Donc, c'était assez intéressant. Donc, on a travaillé sur ce genre de choses.
D'accord. Fallait, par exemple, c'est là où c'était intéressant le jeu vidéo parce que ça mêle plusieurs disciplines. Et pour ce projet-là, typiquement, il y avait un livre qui était lié à l'histoire que trouve un des personnages de la série finalement, qui se retrouvait du coup dans le jeu vidéo aussi. Et donc ce livre, il fallait l'illustrer aussi. Et donc on avait typiquement, il y avait une partie qui était un herbier. Donc on était allé acheter des plantes au marché pour pouvoir par exemple faire un herbier et faire différents herbiers parce que c'était lié à l'histoire, etc. Donc ça a mêlé différentes expériences finalement. D'accord. Et là, tu mets combien de temps à peu près pour créer ce genre de demande, par exemple? Parce que je présume qu'ils sont un peu dans l'exigence. Quand ils veulent ça vite, je présume, non? Ce genre d'entreprise. Je me souviens plus exactement parce que là, ça commence à remonter C'est finalement mieux. ce projet-là, mais c'était quelques mois de travail, donc c'était pas non plus énorme parce que voilà, on s'est pas occupé de toute la production du jeu vidéo, on a fait Ah, ok. qu'une partie finalement, c'est un peu de la sous-traitance pour ces entreprises-là, donc c'était pas quelque chose qui allait prendre, comme je disais dans le chat, de Ouais. plusieurs années, etc. Là, c'était vraiment, voilà, ça dépend en fait, le jeu vidéo est très sujet à la taille de l'expérience qu'on veut fournir. Donc, en fonction du nombre d'heures qu'on veut passer dans un jeu vidéo, on va dire, pour résumer basiquement, bah, on a besoin de plus ou moins de temps. Et c'est ça qui dicte un petit peu le nombre d'heures qu'on va pouvoir passer sur la prestation ou autre. Ok, super. Alors, on a des commentaires pour toi, Benjamin, en fait, dans le chat. Je ne sais pas si Lily, Anne, c'est ça votre prénom? Je ne sais pas si la première question que vous avez mise est pour tous les intervenants, si c'est spécifique à Benjamin. Non, le premier, il était pour tout le monde. C'était pour savoir comment ça marchait, la propriété intellectuelle, notamment en fait les licences de création, quand quelqu'un voulait l'exploiter tout seul. Et enfin voilà, en dehors du fait qu'il faut le définir avec le lieu, le temps et du coup le contour, quelles sont les pratiques? Et ça j'arrive pas à les avoir du coup, sur les sources habituelles, parce que voilà, c'est plutôt de l'ordre des pratiques. Et voilà, donc si vous pouvez m'éclairer sur ce que vous faites aujourd'hui quand vous donnez une licence d'exploitation d'une création que vous exploitez par ailleurs, voilà, ça m'aiderait beaucoup. Qui veut répondre? Ah, pas Ben. J'ai vu les... Je peux pas aider sur ça. Je peux pas aider. Quelqu'un a ici la réponse parmi nos intervenants? Non, pas de suite. Non, enfin, moi, c'est un peu particulier aussi. Je pense pas que ça collerait exactement à ça. Puis surtout, moi, pour ma part, c'est souvent, enfin, ça dépend le client avec qui on travaille, mais souvent, il nous fournit directement en fait tous les documents et après, on négocie en fonction de ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas donner enfin, ce qu'on autorise à faire ou pas en termes de diffusion ou autre, quoi. Donc, c'est vrai que je pense pas pouvoir répondre à ça en tout cas. Peut-être sur les droits d'auteur aussi. Voilà. Pour une compagnie de danse, soit elle joue elle-même son spectacle, Ouais. et donc c'est un contrat de cession. Le client, il doit payer des droits d'auteur de toute façon, ou alors, cas exceptionnel, on fait grâce de nos droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on y renonce en tant qu'auteur. Moi, une fois, l'histoire de la compagnie, on a créé une pièce, j'ai créé les partitions d'une pièce et on l'a mis en open source, c'est-à-dire que le projet de la pièce, c'était d'écrire les partitions et on les donnait en accès libre sur le web et n'importe qui pouvait créer la pièce. Donc, je cédais mes droits d'auteur, n'importe quelle compagnie, artiste, n'importe qui pouvait refaire de l'avant invariablement à sa sauce en prenant les partitions. C'était en accès libre. J'avais envie d'avoir un projet comme ça en open source et de faire cette expérience. Mais sinon, en fait, dans le spectacle vivant, comme on est dans des histoires de, voilà, on crée, on est auteur de ce qu'on crée, et c'est du spectacle vivant. Si quelqu'un veut reprendre la pièce, ça ne se fait que par une transmission. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, voilà. À part cette histoire de open source avec des partitions écrites,
Oui. Et la réalisation n'a rien à voir avec l'original, mais de toute façon, c'est le deal. Sinon, je n'ai pas à ma connaissance d'exemple qui permet de répondre à cette question. D'accord. Après, Oui, dans le jeu parce que... vidéo... pardon. Oui, non, je vais juste préciser, en fait, je me suis retrouvée en fait, avec un client, lui, qui n'avait pas du tout de template, ou etc. Et je devais faire un devis. Et je ne savais pas du tout quoi écrire dedans, étant donné qu'en plus que je commence. Donc, voilà. Donc, les clients, il ne m'a pas du tout aidé là-dessus. Oui, pardon, Ben, tu voulais dire? Non, je voulais juste te dire que dans le jeu vidéo, le droit d'auteur, c'est un petit peu compliqué. On a beaucoup de questions sur ça et c'est un débat qui fait un peu rage parce que c'est des œuvres collectives. Donc, la propriété peut pas appartenir à une seule personne. Donc, sur tout un concept, etc. Enfin, il y a vraiment des grosses discussions sur ça, même si, par exemple, ce que fait un compositeur pour du jeu vidéo ou ce que fait même un artiste qui va faire les graphismes d'un jeu, le droit d'auteur lui reste, lui appartient. Mais typiquement, on a un gros problème en ce moment avec la SACEM pour tout ce qui est les droits de la musique, puisque dès que le compositeur est à la SACEM, il peut toucher des royalties sur toutes les ventes du jeu a posteriori, etc. Donc, enfin bref, même si il s'inscrit, il n'est pas actuellement à la SACEM, qu'on travaille avec lui, qui fait les musiques et qui s'inscrit à la SACEM dans 10 ans, on doit lui reverser de l'argent. Donc, c'est extrêmement compliqué pour nous sur un modèle qui n'est pas adapté au modèle économique du jeu vidéo. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne sais pas trop finalement comment répondre à cette question-là, parce que sur ce qui est droit d'auteur, nous, c'est en discussion en continu. Il y a certaines entreprises qui se rémunèrent pas avec un salariat classique, mais qui se versent des droits d'auteur. Je vous avoue que nous, on ne fonctionne pas comme ça, on fonctionne de manière un peu plus classique, mais c'est vrai que c'est intéressant. On y réfléchit, mais je ne me suis pas intéressé pour l'instant à l'aspect vraiment légal de la chose, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, malheureusement. Mais oui, et je pense qu'en effet, on met le doigt sur, voilà, on met à disposition du public et du coup, comment ça marche pour que la création, telle que la musique, voilà, c'est quand même une création. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vends une prestation de service à être de la médiation culturelle. Demain, un centre culturel me demande, voilà, je voudrais l'exploiter tout seul. Enfin, quelque part, c'est bien parce que c'est censé, avec les licences, me permettre d'avoir un revenu démultiplié. Mais je ne sais pas du tout le formuler. Et par ailleurs, moi, en prestation de service, du coup, par rapport au spectacle vivant, enfin voilà, en présentiel, je vends mieux en médiation culturelle. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe si je le laisse à quelqu'un d'autre et qu'il l'exploite à ma place. Franchement, peut-être je suis complètement has-been et trop vieille, mais pour faire de la médiation culturelle depuis tant d'années, c'est vraiment la transmission, c'est vraiment celui qui transmet, qui ne peut le faire que comme il le fait lui. Et le voisin, même s'il reprend les mots, même s'il reprend les références, même s'il reprend les citations, il ne le fera jamais de la même manière. C'est pour ça que moi, par rapport à ces histoires de droits d'auteur, une pièce, quand je crée une pièce, je me suis jamais dit, putain, c'était mon idée, il a refait pareil. Je trouve que tout est partout et je ne suis pas accrochée à mes droits d'auteur. Je trouve de l'économie ailleurs et ça me plaît tellement plus quand ça circule, puisque moi, je prends de tout et de partout et je ne suis pas accrochée à ce que je lâche dans la nature, à ce que quelqu'un reprend. Je trouve que, et là, franchement, on a des soucis à se faire pour l'éducation nationale. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces histoires de propriété parce que tout est partout. Par contre, il faut qu'on revienne vraiment sur la notion de singularité, de différence. On est vraiment unique. Notre manière d'être, elle est unique. Elle n'est absolument pas, on ne peut pas se cloner. Ça, c'est des conneries. On n'y arrivera pas. On pourra cloner, on peut essayer de cloner des trucs, mais il y a un truc qu'on n'arrivera pas à cloner. C'est la matière vivante, c'est le sensible. Et c'est que à un moment donné, tu pensais que tu allais leur dire ça, leur faire ça, leur montrer ça, et puis pam, il se passe autre chose. Ça a un autre effet, et puis, etc., etc. Ça,
Donc, du coup, moi, quand je fais une prestation de médiation culturelle, aujourd'hui, elle a un prix qu'elle n'avait pas il y a 20 ans. Bon, j'arrive à 50 balais, j'ai un DEC de psychoclinique, j'ai 30 ans d'expérience, etc. Évidemment, mon prix aujourd'hui, il n'est pas le même qu'avant. Et je redis, parfois, je l'offre parce que c'est trop cher pour la personne qui en a besoin. Mais par contre, ça ne me dérange pas du tout de laisser des sacs. Je travaille de plein de manières différentes et mon économie, elle est vraiment multiple. Elle est vraiment multiple. Autant je travaille avec un opéra, après, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir se diversifier. Et je reprends ce que disait Wael. Putain, c'est hyper important ce qu'il dit, c'est-à-dire à qui on s'adresse, où on s'adresse, le territoire. Et puis, quand tu portes un projet, tu dois à la fois travailler sur le projet, le contenu, là, on va dire la littérature, l'intention, mais tu dois tout connaître sur l'administration, le légal, les décrets. Tu dois tout. Moi, je gère ma compagnie de manière administrative. Je suis très intéressée par les chiffres. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on s'en sort très bien. C'est-à-dire que quand tu es intéressé par le modèle économique français, européen, international, comment ça se passe ailleurs, etc., et que tu réfléchis, mais pourquoi en France, il y a cette histoire-là d'URSSAF, comment ça marche ici, comment ça marche ailleurs, d'arriver à faire l'aller-retour entre, on va dire, le contenu d'un projet, l'intention, ce que tu veux créer, et puis comment tu l'encadres pour que ça existe, pour que ça ait une vraie dimension. Voilà. Donc, tout ce que tu as dit, ouais, c'était super. Et c'est pour le conseil que tu demandais, Laura, pour démarrer, il faut mettre les mains dans les ronces, quoi. Et dire, j'y comprends rien à ces 40 pages de convention collective, je n'y comprends rien. Je me souviens quand j'étais jeune, là, à 25 ans, on m'avait dit tu vas gérer la compagnie. Ok, on m'avait foutu des piles comme ça de conventions collectives. Et en les lisant, je me suis rendue autonome. Autonome. C'est l'autonomie qui compte. Ne dépend de rien ni de personne. Et pour être autonome, eh ben, il faut avoir la curiosité d'aller chercher partout. Mais partout. Dans tous les systèmes, dans toutes les disciplines. Pas que le tout qui t'intéresse, partout, partout, partout. Il y a une fille que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, Marie-Louise Correa, qui gère une société. Et de travailler avec elle, ça m'apprend aussi beaucoup parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Voilà, c'est un milieu que je ne connaissais pas. Et de travailler ensemble, eh ben, ça m'apprend des choses. Voilà. C'est le goût permanent d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Ben, Anne, puisque vous parlez beaucoup et que vous avez la parole surtout, quels sont vos projets là? Alors, je suis sûre qu'il y en a plein et je suis sûre que la crise Covid a dû remanier un peu vos projets. Alors, les projets, on a fait naître des nouveaux. Nous, ce n'est pas la crise Covid qui avait remanié les projets, puisqu'on avait, en fait, depuis 4 ans, on bosse avec les communautés de communes, avec le territoire. Moi, j'aime bien le local. Et puis, après, en fait, on a des communautés de communes qui nous proposent des enveloppes en nous disant pondez-nous un projet. Et donc là, cette année, on a fabriqué un projet avec la communauté de communes Centre-Ardèche, un projet multiple de territoire. Et pour faire ce projet, j'ai passé du temps là-bas à comprendre qui y avait, qu'est-ce qu'il fallait faire, avec qui, comment. Et donc, j'ai interrogé les gens, j'ai passé du temps et on a pondu un projet, voilà, de création, de diffusion, de transmission, d'événements, etc., qui fait que ça réunit des publics différents, des partenaires différents qui ne s'étaient pas croisés jusque-là, à travers des ateliers de pratique artistique, à travers la réalisation d'un clip pour des jeunes qui sont un peu paumés, etc., etc. Et du coup, le projet de l'année prochaine, c'est de venir chez nous, en fait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé chez nous. On a travaillé partout autour, mais Montpellier, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé aussi parce que la danse contemporaine à Montpellier, ça a une grosse histoire qui est portée magnifiquement par un centre chorégraphique clinquant et un festival international. Et que du coup,
je me dis que tiens, la métropole de Montpellier, avec ce nouveau maire, avec tout un tas de partenaires qui ne sont pas des grosses institutions comme la Bulle Bleue, etc., on pourrait fabriquer un projet de territoire qui mélange les publics avec la danse contemporaine, la musique et puis plein d'autres choses. Donc voilà, là, pour l'instant, on est en train de le fabriquer. Je prends le temps, on prend le temps, voilà. Et puis après, d'autres. Super. Et Mathieu et Wael, qui nous parlaient de Allez. Donc du coup, pour moi, pour les prochains projets à venir, là, je ne les ai pas tous en tête, mais c'est vrai que par rapport au collectif dont on fait partie, qui s'appelle La Clique, en fait, c'est un groupement d'indépendants, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où on essaie en fait de s'échanger principalement les clients et surtout d'essayer d'absorber en fait des gros projets avec de plus en plus de grosses marques d'un point de vue business. Et le but, et ce qui est marrant, c'est qu'on est à peu près tous au même niveau, on a énormément de progrès tous à faire d'un point de vue technique. Et on progresse tous en même temps. Et le but, c'est d'arriver à court terme, et on le fait déjà au final, mais de toujours se surpasser en fait, dans des projets de plus en plus importants où on nous donnerait des budgets de plus en plus importants aussi. Ils commencent déjà à être plutôt cool là, donc on arrive à s'éclater sur pas mal de trucs. Et le but, c'est que ce groupe de personnes-là, en fait, sans que ça devienne un nom, pour rebondir aussi sur les questions d'avant de structure juridique, c'est qu'en fait, on refuse de construire, de créer une association autour de ça, même une entreprise en elle-même. On veut garder en fait cette casquette-là le plus possible d'indépendant et que chacun est indépendant, parce qu'on est 20, on a plein de métiers. Donc il y a ce projet-là de continuer à le développer, de faire venir de plus en plus de monde. De développer aussi de se développer sur le secteur de la pub qu'on a déjà commencé un petit peu. On a fait quelques pubs pour deux, trois personnes sympas. On a fait une pub dernièrement avec Benoît Pers, un tennisman qui fait pas mal parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc le rencontrer, c'était cool. On a fait deux, trois personnalités. Donc voilà, peut-être dans le milieu du sport aussi, essayer de cibler un peu plus les secteurs qui nous plaisent le plus. Reprendre l'international, parce que ça, c'est ce qui me manque le plus, je pense. C'est la tournée avec les artistes, voyager, rencontrer des cultures différentes, les comparer avec celles qu'on a ici. Pas piquer d'idées, mais c'est vraiment s'inspirer. Moi, c'est ce qui me manque le plus, je pense, personnellement et même professionnellement parlant, c'est de travailler avec des gens d'ailleurs. Je travaillais très souvent avec un Turc, par exemple, où j'allais très souvent là-bas. Les pays du Nord aussi, vers la Suède, me manquent beaucoup. Donc, retravailler avec ces gens-là quand la crise sera terminée, ça me fera du bien. Développer avec les essentiels ce qu'on avait monté, essayer de continuer cette petite histoire, parce que là, c'est vrai que la vie, j'espère que ça ne va pas s'arrêter, mais elle commence à reprendre. Et nous, on était sur un format très digital, donc pourquoi pas, je ne sais pas, recréer quelque chose en réel. C'est une question qu'on a soulevée, en tout cas en réunion avec les personnes de la ville. Il n'y a rien d'arrêté du tout, je ne m'avance sur rien. On n'a rien fait encore. Pour l'instant, on n'a fait que 4 épisodes, ça s'arrête là. Mais voilà, ils sont très ouverts et ils ont eu des très bons retours, donc affaire à suivre. Et que ma société se comporte toujours aussi bien, qu'on réunisse le plus de talents possible pour ma part, pour faire de très beaux projets et en espérant qu'on ait de belles années devant nous encore à venir. C'est ce qu'on te souhaite. Et toi, Wael? Moi, alors, j'aimerais bien amener les agents de la ville de Montpellier à Montréal pour leur montrer un peu ce que j'ai découvert là-bas. Tu prends le maire dans la poche et hop là. Il est ouvert d'esprit quand même. Hein? Il est ouvert d'esprit, il acceptera. Je pense qu'il va être chaud. Il est aux soirées CPME. C'est un très bon ami de notre président du 34. Il est souvent à nos soirées. Petite astuce. D'ailleurs, à ce propos, je ne voulais pas en parler publiquement, mais là, vous m'obligez d'en parler. Le 9 juin, nous, on organise aussi une rencontre pour notre château où on invite le maire. Donc, j'espère qu'il sera plutôt chez nous que chez vous. Non, mais ça tombe bien. Nous, c'est quel jour la conviviale? Attends. Ah, ok, c'est la journée? Attends, non, nous, c'est le soir. C'est quel jour, Julien? Aide-moi, Julien, tu ne m'as marqué que c'était 18h45, le 9 juin, à la Chichoumeille.
Ah, Chichoumei, c'est où? C'est vers le millénaire, chez Choumeil, c'est un bar-restaurant. Ah, bah là, bah voilà. Et je ne sais pas s'il est invité, je ne sais pas s'il sera présent, mais Je n'ai pas cette information. il saura te dire, ouais, mais hier, il mangeait avec nos présidents quand même pour la réouverture des restaurants. Ah ouais, ok. Bah, je devrais venir plus souvent, moi, à CPME Tu viens alors. plus souvent à nos conviviales, hein, s'il vous plaît. Non, mais voilà, nous, en gros, pour les nouvelles, sans rigoler, on a reçu un financement de la part de l'OFQJ. C'est un organisme de coopération avec Montréal. Et donc, on finance la mobilité de 10 acteurs du territoire qui s'intéressent à des questions de participation, enfin, d'urbanisme participatif pour un séjour d'études qu'on aimerait monter au mois de septembre. A priori, on va le décaler au mois de mai prochain parce que septembre, ça paraît d'être chaud. Il y a une quarantaine encore à Montréal. Mais on a ce projet-là à côté du château et même on répond à des appels à projets. On se positionne sur le budget participatif du département pour monter des projets d'occupation, enfin d'urbanisme participatif, mais ailleurs que dans le château. Donc, essayer de développer cette dynamique-là, pas que sur le projet du château, où il y a quand même une inconnue qui est importante de est-ce qu'on va pouvoir monter ces projets-là et pas être bloqué en fait. On ne veut pas se retrouver bloqué dans cette situation. Donc, il y a le château où on croise les doigts. Il faut qu'on mange avec votre président, du coup, et le maire. Je pense que ça va bien se passer. Ensuite, il y a Montréal où en septembre, on espère amener. Donc là, l'idée, c'est de prendre et des porteurs de projets et des agents de la ville, partir ensemble pendant 10 jours. Et après, au mois de mai 2022, organiser un événement à Montpellier où vous êtes tous invités, où la CPME ne pourra pas mettre d'événement au même moment, s'il vous plaît. Ça s'appelle Tu m'envoies la date avant. Hein. Ah ben, je cale direct, allez, 29 avril, comme ça. C'est pas sûr encore. Mais en tout cas, l'idée, c'est de monter un événement qui s'appellera peut-être la Semaine montréalaise à Montpellier et de jouer les échanges et de faire venir des Montréalais pour initier des discussions avec des acteurs, pas que, enfin, et du territoire, mais aussi d'autres en France pour échanger sur les pratiques et voilà, pousser encore et encore sur cette dynamique, sur ce qu'on a vu, et c'est de mettre en place des modèles à Montpellier. Donc tout est encore un petit peu quand même en construction. Il y a pas mal de, on ne sait pas trop, mais peut-être que 2021, 2022, c'est notre année. Je ne sais pas encore. Oui, oui, oui. Mais oui, forcément. Si vous nous donnez peut-être un petit coup de main, il y a un moyen. Donc voilà pour les actus. Ok. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être avant que... Est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Même les intervenants, hein, s'il y a un truc que vous voulez rajouter et que vous n'avez pas dit et que vous pensez que ce soit indispensable pour nos auditeurs. Moi, j'ai une petite question. Bernard. Oui, Bernard Rossat, donc de la CPME Occitanie. Donc, je vous remercie tous de vos interventions. Moi, je fais partie effectivement de la génération où ces entreprises culturelles et créatives sont un peu des extraterrestres, hein, je le dis volontairement, parce que alors que on s'aperçoit de plus en plus que vous êtes des entreprises qui, je parle d'un point de vue économique, vous dégagez de l'emploi, vous faites marcher le territoire sur des secteurs sur lesquels nous, enfin certaines entreprises ne connaissent pas. Et je crois que ça c'est super et je crois que ces éléments-là sont trop méconnus. Et peut-être parce qu'on se mélange, ça c'est peut-être, on se mélange pas assez. Alors je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais c'est vrai que on parle souvent de clubs d'entreprise, même d'organisations patronales. Il y a très peu d'entreprises comme vous, ou d'associations qui viennent. Et je pense que de pouvoir se mélanger permettrait de faire avancer un petit peu l'image des différents métiers. Parce qu'on a besoin de vous, et je crois que ce côté créatif, moi je suis convaincu, hein, on parle beaucoup de branches, il y a la branche agroalimentaire, il y a la branche, mais pourquoi pas qu'il n'y ait pas une branche de l'ECC, quoi, l'économie créative et culturelle, parce que vous faites partie de l'économie, on a tendance un petit peu, moi je vais peut-être un peu faire rigoler certains, mais j'ai encore l'image que pour moi c'est les étudiants de Paul Valéry, quoi, voilà, qui font que des entreprises créatives. Mais c'est complètement faux, j'en suis conscient. Je le dis volontairement parce que c'est encore des images qui sont présentes dans beaucoup de personnes. Or, vous êtes une économie à part entière et même vous faites beaucoup plus, peut-être, vous créez beaucoup plus d'emplois que certaines. Mais on ne vous verra jamais dans les BMO, les fameux besoins que dit Pôle emploi, on ne vous verra jamais apparaître, alors que vous y êtes. Et donc, les jeunes n'ont pas peut-être la volonté, alors que
comme l'a dit Mathieu, lui, il est issu d'une école de commerce ou de management. Il est dans les industries créatives. Donc, faut enlever ces barrières et ces stéréotypes qu'on se fait, comme moi j'ai eu dans ma jeunesse, complètement. Et ça, je crois que c'est d'arriver à se mélanger, je crois que c'est comme on le fait aujourd'hui. Il faut vraiment continuer à le faire pour qu'il n'y ait pas cette barrière qui peut être symbolique, mais en tout cas qui existe encore un petit peu, en tout cas pour ma génération, de vraiment se montrer que c'est un pan de l'économie et qui ne peut être il y a des créations d'emplois et c'est pas l'industrie, ça peut être comme une industrie, mais je pense que voilà, moi c'est un peu le message que je devrais faire passer. Et donc, ne pas hésiter à venir en réunion, de pouvoir vous considérer non pas à part, comme on a tendance un peu trop à le faire, mais vraiment une économie comme une autre. Et en plus avec des gens passionnés qui sont comme des entrepreneurs, comme les autres. Il y en a qui font dans l'agronome, qui vendent des asperges ou autres, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont passionnés et je pense que les échanges ne sont pas suffisants. Voilà ce que je voulais faire passer comme message. En tout cas, merci de vos témoignages et de faire passer le message aussi aux jeunes issus de collèges, de l'université, des lycées, de présenter ça en dehors de la passion individuelle en disant ouais mais moi je sais jouer de la musique donc je vais faire artiste. C'est un peu caricatural mais on peut effectivement faire des choses différentes à partir de sa passion dans le monde de l'économie territoriale, parce qu'encore et aussi vous êtes des entreprises qui sont non délocalisables et ça c'est important aussi. Ouais. Voilà. Ce que je veux dire. C'est tout. Merci Bernard. Et en espérant qu'on puisse se retrouver autour de d'autres événements ou d'autres réunions, d'échanger. Je crois que l'échange, c'est essentiel. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je crois que c'est qui ne disait pas, c'est Paul Jouard qui dit ça. Voilà. Alors, je vois justement qu'il y a Delphine qui nous dit de faire passer aussi le réseau dans d'autres réseaux comme le MEDEF, réseau d'entreprendre, etc. Voilà. Ne parlons pas du MEDEF ce soir. Là, Laura, tu marques 10 points en moins. C'est là qu'il essaie de je coupe ta caméra. Non, mais voilà. Ne parle pas des concurrents. Voilà. C'est écrit, mais voilà, c'est un petit clin d'œil. Et réalise aussi un bon réseau également, tout à fait. Je confirme. Et Noémie aussi qui voulait dire quelque chose. Non, pas dire, poser une question du coup plus spécifique. C'était pour le jeu vidéo, du coup. C'était pour savoir, au tout départ, le démarrage, c'était pas trop difficile pour le tout premier jeu vidéo. Avec, je sais pas, les plateformes pour vendre jeux vidéo, est-ce qu'elles sont internationales? Comment ça s'est passé avec toutes les disciplines différentes qui s'entrecroisent, la musique, la création, le graphisme, le codage, etc. Enfin, le tout premier jeu vidéo, comment ça s'est passé pour comprendre le droit d'auteur, etc. Enfin, tout, quoi. Comment c'était en fait, voilà. Si, c'est extrêmement compliqué le premier jeu vidéo. C'est clairement... après, moi, ce n'était pas ma première entreprise. J'avais déjà monté... j'avais fait une auto-entreprise et puis après, une entreprise... J'avais monté une autre entreprise avant, donc je débutais pas complètement dans le domaine finalement. Mais c'est clair que la première fois, ça a été assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de domaines à appréhender, comme je disais tout à l'heure, et trouver les bons partenaires, trouver la bonne équipe, trouver les personnes avec qui s'entourer. C'est clair que c'est un des enjeux le plus compliqué parce qu'en plus, quand on signe des contrats ou des partenariats, c'est parfois sur plusieurs années. Donc, des fois, on s'entend bien au début, on est amis, on est proches, et puis finalement, on se rend compte que un peu comme toute entreprise, finalement, on n'arrive pas à travailler ensemble pour plusieurs raisons. Donc, c'est sûr que le premier jeu vidéo n'était pas forcément l'expérience la plus intéressante et enrichissante. C'est sûr que ça prend du temps à prendre en place. On fait des erreurs de débutants par rapport à des gens qui ont beaucoup plus d'expérience dans le jeu et qui vont savoir à peu près éviter un peu les obstacles. Parce que clairement, par exemple, c'est une question bête, mais la plupart des gens qui lancent leur premier jeu vidéo font souvent des jeux vidéo qui coûtent très cher, alors que le premier jeu vidéo, peut-être il vaut mieux en faire un plus petit, se gameler en fait, prendre le temps de se foirer et après travailler sur des jeux vidéo qui sont un peu plus ambitieux au fur et à mesure. Et c'est un écueil qu'on a beaucoup. Après, je pense que c'est un écueil qu'on a pas mal dans les industries culturelles au sens large, c'est qu'on monte notre entreprise la plupart du temps
parce qu'on veut faire notre projet. Donc, on monte notre entreprise parce qu'on a besoin d'avoir le cadre juridique pour faire notre jeu. Et finalement, quand on arrive, bah, on n'a pas les notions finalement d'entreprise. On sait à peu près comment faire un jeu finalement, mais on n'a pas les notions de marketing. On ne sait pas comment réagir face à un modèle économique finalement. Je vois beaucoup de créateurs. Quand j'étais président à Pushstart, par exemple, on encourageait pas mal de gens à créer, à lancer leurs entreprises aussi, parce que c'était en partie une des meilleures manières de faire. Mais on voit beaucoup de gens fermer leur entreprise après un premier jeu vidéo parce que le jeu vidéo ne marche pas et pas avoir une logique finalement un peu business et entrepreneuriale de dire c'est un premier produit, mais je vais lancer mon deuxième produit, je vais lancer un troisième produit. Et on voit vraiment les gens fonder une entreprise, faire un jeu vidéo et se casser la gueule. Donc clairement, nous, on a pris un peu le parti pris inverse. On s'est dit on va faire de la prestation, histoire d'avoir d'abord accumuler un peu plus d'expérience, travailler avec des gens, nouer des partenariats solides et après travailler sur nos propres jeux vidéo pour arriver à faire que la société soit un peu pérenne avant de se lancer dans la création directe. Donc, on n'a pas forcément l'expérience d'un studio qui serait lancé 100% en créatif. Nous, pour l'instant, on a fait beaucoup de prestations et là, on s'oriente justement vers la deuxième partie, finalement, le niveau 2 de faire notre propre jeu vidéo. Mais c'est clairement un enjeu et c'est clairement des écueils sur lesquels il faut accompagner les créateurs parce qu'on en voit tous les jours. Et dans mon réseau professionnel, je vois beaucoup d'entreprises qui ferment et ça me fait un peu mal au cœur parce que j'aimerais bien que le jeu vidéo leur jeu vidéo soit des succès. Mais c'est sûr que quand on fait les premières fois ça, on se heurte. On parlait des droits d'auteur tout à l'heure, mais on se heurte à des questions comme ça, des questions sur où commercialiser notre jeu, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas forcément la vision marketing, donc qui ne savent pas, pour répondre à la deuxième partie de la question, qui ne savent pas où mettre le jeu, combien va prendre une plateforme. Par exemple, les commissions sur la plupart des stores dans lesquels on va vendre nos jeux, c'est entre 20 et 30%, donc c'est quand même pas rien. Ça prend quand même beaucoup de budget. Après, il faut enlever les taxes et les transferts d'argent s'ils nous payent en dollars, par exemple, ce qui est le cas pour la plus grande plateforme de vente sur PC qui est Steam, donc qui est une entreprise américaine, donc qui paie tout en dollars. Donc, il faut jongler un peu avec ça pour avoir un bon taux de dollars, sinon on perd un peu d'argent. Enfin bref, il y a plein de contraintes comme ça et on voit que les gens ne sont pas formés à ça. Et par définition, j'ai envie de dire, pour conclure et après pas trop occuper le temps de parole, mais c'est le jeu vidéo est forcément international pour moi. Il y a des logiques de marché, des logiques européennes, des logiques nord-américaines, etc. Mais quand on fait un jeu vidéo, on a tendance à le vendre et à le mettre à disposition pour le plus large public. On se focalise après par territoire, on va dire on va proposer telle langue, le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois. Mais c'est sûr que par définition, le jeu vidéo est plutôt commercialisé de façon internationale. En tout cas, ceux qui sont commercialisés. Merci, Benjamin. J'ai répondu. C'est bon, Noémie, ça a répondu. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Une mini précision, trop cher, c'est trop cher en prix de vente, c'est ça? Du coup, après, en prix de vente pour l'utilisateur ou pas forcément? Oui. Ouais, ok, c'est le sport. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais notre petite Laura, qui est pas cachée d'ailleurs, elle a mis sa caméra, Laura Falanga, nous a mis un lien, si on remonte dans la conversation, pour répondre au Google Form. Elle va également vous l'envoyer par mail demain. En fait, c'est pour avoir un peu vos impressions, votre retour, savoir si ça vous a plu, savoir s'il y a des choses à améliorer et pourquoi pas des thématiques que vous aimeriez aborder dans les mois à venir. Hein. Je vais peut-être le remettre, justement. Oui. Il suffit de remonter la conversation. C'est pas très haut. Et donc, voilà. Toutes les petites mains qui voudront bien les répondre seront les bienvenues. Et après, je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent éventuellement? Où on a fait le tour de la chose.
ne vous battez pas. Hein, rien à rajouter pour moi. Moi, je voulais juste vous remercier. Je passais un bon moment malgré le fait qu'on soit en visio, pas en terrasse. C'était très sympathique. Promis, ouais, on te réinvite. Parce que j'ai vu que tu avais la bière. La prochaine fois, on trinque pour de vrai. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Vous pouvez m'inviter pour boire des bières. Et non, merci en tout cas à tous. Et c'est très intéressant aussi d'écouter vos témoignages à chacun. J'étais très curieux de découvrir vos univers à tous. Donc, merci. De même pour moi, très, très content d'avoir pu partager ça avec tout le monde, d'avoir pu découvrir tous les projets de chacun d'entre vous. Et pareil, si vous êtes de passage au marché du Lez, ce qui est fort probable avec l'ouverture des terrasses, si vous y passez, n'hésitez pas à passer nous voir. On est juste derrière le manège qu'il y a sur le parking, juste au-dessus du restaurant La Baraquette. Donc on est plein de jeunes souriants, on est une vingtaine, donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je passerai vous voir aussi de toute façon aux apéritifs de la CPM. Avec plaisir, écoute. Surtout que tu as adhéré depuis peu, donc maintenant il faut que tu viennes nous découvrir et nous rencontrer. C'est ça. Faut choisir, hein. C'est soit Wael, soit nous, hein, le même jour. Là. Je subis les apéritifs de la CPME maintenant. Je vais déloger Wael. Merci aussi à tout le monde, c'était super. Et nous, on a un lieu, on fait des choses, on a un site, lesgendsduquai.org, les réseaux sociaux, enfin, on est hyper disponible et hyper curieux. Donc, n'hésitez pas à venir boire un café, une bière, même. Et puis, partageons. Merci beaucoup. Merci, Anne. Merci aussi, c'était super l'invitation. Et puis, j'ai pas de lieu, moi, malheureusement, pour vous inviter. Mais avec plaisir. De toute façon, je sais pas si vous avez les coordonnées, au pire, je peux les mettre. Mais si vous avez des questions sur le jeu vidéo, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'association Push-Start. C'est eux qui récupèrent normalement les demandes pour aider un peu les entreprises du jeu vidéo. Et je suis tout à fait d'accord que ça pourrait être super chouette qu'ils organisent aussi avec d'autres industries culturelles des meetings. Ça pourrait être super intéressant. Et merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Hein. On a passé 1h30 ensemble et c'était super sympa. Moi, j'ai appris plein de choses en tout cas parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas vraiment. Et du coup, je me couche Mohamed ce soir. Hein. C'est cool. Merci. Écoutez, on va terminer sur cette note-là. Je ne sais pas si d'autres ont à rajouter. Un grand sourire, un grand Merci au revoir. beaucoup. Au revoir à tous, bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée.